Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Humeur Humoristique. Et oui, aujourd'hui ce n'est pas Régis qui est aux commandes, mais bien moi, n'attendra pas. Aujourd'hui c'est un numéro spécial. Pour un numéro spécial, il nous faut un invité spécial. Et aujourd'hui on reçoit l'humoriste, l'improvisateur, le podcasteur. Il est aussi prof d'anglais, prof de néerlandais. Et oui, personne n'est parfait. Bonjour Régis, comment ça va ? Bonjour Nathan, merci pour cette présentation. Ah, elle t'a plu ? Oui, beaucoup, je suis juste stressé de parler de moi. J'évite de le faire au maximum dans les podcasts habituellement. Et... Aujourd'hui, le but c'est qu'on apprenne sur toi. Ouais. Tiens, première question Régis, ainsi on va apprendre déjà des choses sur toi. Comment ça va depuis que le monde s'est arrêté ? Moi, je suis dans ceux pour qui ça va bien, parce que j'ai commencé le podcast en janvier et en mars, tout s'est arrêté. Donc j'ai pu discuter avec tous les humoristes que j'aime le plus au monde, ce que je n'avais jamais fait avant. Donc j'en ai vraiment profité pour passer beaucoup de temps à faire mes recherches, rechercher mes questions, écouter des podcasts, regarder des sketchs. J'ai jamais regardé autant de stand-up que dans cette période-ci. J'ai revu ce que j'avais déjà vu et j'ai regardé de nouvelles choses pour préparer les épisodes, donc ça se passe bien. En plus, je suis très bien chez moi avec ma copine, je profite bien. Le chauffage est bien fait puisque c'est toi qui l'as mis dans la maison. Tout se passe bien. Fais de la pub pour mon magasin. Mais oui, au coin du feu, faites appel à eux. C'est bon, on va devenir connu. Je suis dans ceux pour qui ça va bien, mais ce qui me manque le plus, c'est monter sur scène. Ouais. C'est clair, parce que j'avais pris... le pas cette année-ci de faire plus de scènes, de monter plus souvent. C'est bon, on en avait parlé. Les années précédentes, je donnais cours dans 2 écoles. Ici, j'ai décidé de donner cours que dans une seule pour libérer un soir. J'ai choisi la bonne année parce que en fait, j'ai eu tous mes soirs de libre puisque je donne cours à distance maintenant. Mais du coup, j'avais libéré un soir pour pouvoir jouer plus souvent. Et au final, j'ai fait 3 ou 4 scènes en plus que ce que j'aurais fait les années précédentes. Mais au moins, je les ai faites. 3 de plus, c'est déjà bien. C'est déjà ça. C'était quand ta dernière scène ? Ma dernière scène, c'était au Kings of Comedy Club. C'était un open mic, c'était en octobre. C'était bien. C'était bien passé, ouais. C'était vraiment bien passé. Ah, je pensais que c'était le High Louvre. J'ai fait le même sketch qu'au High Louvre. Je l'ai refait parce que c'était la première fois que je l'essayais au High Louvre. Il y avait une partie qui était nouvelle et je l'ai refait au Kings et ça s'est encore mieux passé. Et t'as écrit des nouvelles choses pendant le confinement ou pas ? Ouais, ici j'ai reçu plusieurs livres pour ma Noël. J'ai reçu de mes belles-sœurs, d'ailleurs merci Lucie, merci Stéphanie. Je crois que ça c'est... Tous les humoristes reçoivent des livres, les 1000 blagues, t'as pas ça ? Ah non, mais ici c'est des livres pour l'écriture, des trucs pour écrire son one-man show, écrire son spectacle. Ici j'ai commencé, c'est Comedy Bible, c'est pour tout ce qui est écriture. Et donc, en anglais ? Ouais, et donc il y a des exercices, tu dois écrire tous les matins. Par exemple, tous les matins quand tu te lèves, tu dois faire 10 minutes d'écriture obligatoire. Mais 10 minutes, si t'écris plus, tant mieux. Mais tu dois faire obligatoirement 10 minutes où tu te dis, je me mets devant ma feuille et j'écris. Donc tous les jours j'écris. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui va en sortir, mais ça me pousse à le faire et ça a quand même débloqué certains trucs quand même. Ouais, j'ai l'impression d'avoir écrit des trucs et d'avoir des idées et au moins j'ai l'impression d'essayer de faire quelque chose. C'est un peu comme de l'écriture automatique en fait. Ouais, parfois c'est de l'écriture automatique, parfois c'est des trucs qui ont trotté dans ta tête, t'avais pris une note, là tu vas un peu la développer. Ou c'est qu'est-ce qui me passe par la tête à ce moment-là et je vais écrire un peu sur ce sujet. Dès que tu te lèves, c'est-à-dire dès que tu te lèves, j'ai le bloc-notes à côté de mon lit. Je suppose que tu manges café, caca et puis t'y vas. Non, c'est avant. Putain, c'est con, ça rimait en plus. C'est juste avant ça, c'est avant tout. Ah vraiment, tu te réveilles dès le début, tu réveilles, tu allumes la lumière, tu ouvres le volet, tu fais ce que tu veux pour que tu saches écrire et t'es parti. Tu sais quoi, moi je vais te dire la vérité, j'ai beaucoup de mal à écrire le matin. J'écris plutôt le soir moi. Mais après, le truc ne t'empêche pas d'écrire quand t'as envie d'écrire, mais ça te force à le faire à ce moment-là. Pendant un moment, j'essayais d'écrire pendant tous les jours 20 minutes. Mais ça tombe, de ça, je retirerai rien du tout. Hein. T'as raison, je pense que... De toute façon, pour le moment, c'est pas plus mal de le faire. T'écris quelque chose et puis tu te perds un peu dans tes idées et c'est à ce moment-là, je pense que t'extrais le meilleur de toi-même en fait. Ouais, bon, on verra. Là, je sais pas. Là, maintenant, je ne sais pas te dire si j'en fais quelque chose. On sait pas tester, malheureusement, ça c'est chiant. C'est vrai que moi, j'écris des choses, puis je me dis, ah, putain, je sais pas le tester. Ça t'emmerde pas, ça ? Souvent, quand je teste, je l'ai déjà fait plusieurs versions avant de le tester pour la première fois. J'ai écrit quelque chose, je l'ai fait à ma copine, qui n'a aucun tact.
et qui donc va me le dire directement. Si c'est nul, je le sais après 4 secondes, j'ai même pas besoin de lui demander. Non, c'est son visage. Son visage me le dit. Son visage n'a pas de tact. Elle, ouais, son âme, oui, mais pas son corps, en fait. C'est ça. Et du coup, je le sais directement si le sketch déjà fonctionne avec elle. Ben, c'est pas parce que ça fonctionne avec elle que ça va fonctionner avec un autre public, et l'inverse, c'est vrai aussi. Mais je sais que c'est quelque chose... Je pense qu'elle a un bon avis critique. Et souvent, elle va me dire, est-ce que ça, tu trouves ça vraiment bon? Et je vais dire, bah, moyen. Si c'est moyen, c'est que c'est pas assez bon. Donc, je vais le retravailler. Ouais. Et donc, généralement, quand je fais une première version, c'est pas un premier test. Je suis pas un truc, j'ai pas écrit une idée et je me suis dit, je vais l'essayer tout de suite. Ça, je fais jamais. Je suis trop stressé pour ça. Il faut que j'ai déjà fait cette blague 4 fois à moi-même, à quelqu'un, que je l'ai enregistré, que je l'ai pas vraiment testé, ou alors des fois il y a des blagues que j'ai testées en classe. Sérieux? Ouais, il y a beaucoup... C'est vrai que il faut savoir que Régis, comme j'ai dit, est prof d'anglais et de néerlandais, et c'est vrai qu'en fait t'as toujours un auditoire devant toi en fait. Ouais, bah après mon objectif est quand même de leur apprendre des trucs, mais de temps en temps j'essaie de glisser une petite blague, voir si elle fonctionne, mais je crois qu'on fait un peu tous les humoristes ça, c'est, tu sais, tu discutes avec quelqu'un d'un sujet, puis au passage tu places une petite phrase, une petite remarque, un petit angle, pour voir si les gens font c'est marrant ce que tu dis là, ou leur ils se marrent simplement, ou ils se disent pourquoi tu parles de ça, et là pour voir si ça suscite un peu l'intérêt. Je pense qu'on fait parfois un petit peu ça, et moi je le fais un petit peu plus peut-être. Moi j'arrive pas. Non, sincèrement, en fait, si je dois préparer une blague, tu sens que ça arrive. Tu sens que c'est comme les gens savent que je fais de l'humour, automatiquement ils sentent la blague arriver. Ouais, mais moi souvent, par exemple, mes élèves ne savent pas. Tes élèves savent pas. Il y en a qui savent, mais je le mets pas plus en avant que ça. C'est un peu comme quand tu connais le prénom du prof en fait. Là à l'école, tu connaissais le prénom du prof, tu sais, il s'appelait Roger, tu fais Roger. Ils font ça, humour, Gad Elmaleh, ils font pas ça. Non, mais moi c'est des adultes, hein. Donc pire, c'est pire. Hein. non, moi c'est des adultes sérieux qui veulent apprendre, donc c'est assez cool. Et ceux qui le savent généralement sont assez cool. Quand j'ai déjà joué avec des élèves à moi qui sont venus me voir, mais je le dis pas en classe que je fais ça. C'est souvent il y en a un qui est tombé dessus, ou qui est tombé sur mon Facebook et qui a été fouillé un petit peu et qui est tombé sur ma page, ou qui a écouté un podcast. J'ai des élèves qui ont découvert mon podcast. Dans ce cas-là, oui, mais j'arrive pas en début d'année en leur disant moi je fais du stand-up, allez voir ce que je fais. J'ai l'impression que on le dit pas souvent. Dans le quotidien, on aborde rarement ça. On dit jamais je suis humoriste, c'est intermittent en bâtiment. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouve que des fois on a pas gêné, moi je suis pas gêné de le dire, du contraire, et j'adore en parler, mais j'ai l'impression que des fois on a de la retenue là-dessus. On a l'impression que les gens vont pas comprendre ce qu'on fait. Oui, je suis d'accord avec toi, parce que déjà, pour le moment en Belgique, il faut encore expliquer c'est quoi du stand-up. Moi à chaque fois je dis c'est un peu comme Gad Elmaleh, sauf que on a écrit nos blagues, et que c'est moins un show, c'est plus devant un micro, on parle, mais tu dois expliquer ça. Il y en a beaucoup qui n'ont pas les codes, et donc quand t'expliques, tu dis je fais ça, mais en même temps c'est sur le côté, donc t'as un petit peu le syndrome de l'imposteur aussi, de dire je fais ça, mais en même temps je fais ça de temps en temps. Pour le moment, pour eux c'est un hobby. Pour le moment c'est quand même plus un hobby si on est objectif. Faut être objectif, c'est un hobby, mais d'un autre côté, je vais dire sincèrement, je le vois moins comme un hobby aujourd'hui. En fait, moi ce qui me fait toujours rire, c'est et je suppose que c'est sûrement déjà le cas, mais quand quelqu'un dit il te croit dans la rue, c'est un gars que t'as connu ou que tu connais, et qui te dit on monte sur scène à deux, je leur dis ok, travaille d'abord de ton côté, rends-toi compte du travail que c'est, et ensuite viens. Parce qu'ils pensent, beaucoup de gens pensent ça, ils pensent que le stand-up c'est monter sur scène, raconter ta vie, que ça va marcher. Mais je crois que généralement t'as les deux extrêmes. T'as ceux qui se disent c'est super simple, il suffit de monter sur scène et de parler. Et là, ils vont se rendre compte de la difficulté que c'est. Et t'as ceux qui trouvent que c'est le truc le plus dur du monde, et qui c'est tellement stressant, c'est impossible à faire, et qui n'osent pas, alors que ça tombe, ils vont adorer ça. Donc je pense que la réalité est au milieu des deux. C'est stressant, c'est vrai, mais une fois que tu dépasses ça, c'est super chouette, mais en même temps, si t'as pas de travail, t'arriveras à rien. Après, il y en a qui sont plus drôles naturellement que d'autres. Moi, je pense que c'est simplement une corde en plus sur ton arc, mais après, ok, il y a des gens drôles, il y a des gens, ils ont ça en eux. T'as beau faire ce que tu veux, c'est le travail qui paye. Moi, j'ai vu des gens, et je pense que, sincèrement, t'es dans le cas. Je t'ai rencontré en 2000... je crois que c'est quand t'as commencé en 2013. 2013, j'ai fait le premier festival d'humour. Premier festival d'humour. En fait, petite question entre parenthèses, mais c'est François Marotta qui t'a mis le pied à l'étrier, c'est ça, en humour? Ouais. C'est comme ça que t'as commencé, en fait. Pour resituer ça au début...
En fait, François Marotta, qui est un ami qui faisait de l'impro avec nous, il avait fait tout un truc de film avec tous des potes à lui. Il voulait monter un film, faire un petit court-métrage comme ça. François, quoi. François, tout à fait. C'est un petit... J'ai une idée, je vais au bout. C'est ça, j'ai une idée, je vais écrire pendant 2 semaines la nuit après mes études de médecine et je vais trouver quelque chose. Bon là c'était en secondaire, mais c'était vraiment avec tous des potes à lui et il avait fait un premier film qui s'appelait... C'était Welcome to My Life, que ça s'appelait. Et donc c'était un groupe d'adolescents qui vont dans les bois et qui se font attaquer par quelqu'un, un peu film d'horreur comme ça, mais... avec des ados, mais petit Projet budget. Blair Witch, quoi. C'est ça, mais très très petit budget, mais c'est un truc pour se mettre un peu à écrire, commencer à filmer, faire un peu de montage, parce qu'il voulait s'essayer à ça. Et donc on était tous réunis, on tournait, et moi dès que j'avais l'occasion, je faisais des blagues, parce que moi être sérieux sur un truc de tournage, c'est pas possible. Je préférais essayer de faire rire le gars qui était en train de faire sa scène, par exemple. On parlait de ça, je lui disais c'est quand même vachement cool que tu le fasses. Lui, il avait mis... un peu les grands moyens dans le sens, le film, on avait fait une journée où à la fin du film, on faisait une diffusion devant tous les gens de la famille, tous les parents qui venaient voir ça sur un écran, on avait des remises de prix et tout ça, et moi j'étais là, mais c'est chouette que tu crois en toi à ce point-là, que tu oses faire des trucs, moi j'ose pas faire ça, et il me dit, mais toi c'est quoi ton rêve, qu'est-ce que tu voudrais faire? Moi je dis, moi j'adore le stand-up, mais je ferai jamais ça. Et il me dit, mais si. Et je dis, non, je vais pas faire ça. Et je vais pas devant un public, devant qui? Et il me dit, devant nous. On fait une soirée, on a tous les gens qui sont dans le film, on est ici dans la salle qu'il avait où on diffusait le truc. Et il me dit, chez ses grands-parents. Ouais, tu joues là. On prépare un moment, tu me dis, t'as besoin d'une demi-heure, tu fais une demi-heure, t'as besoin d'une heure, tu fais une heure. Et je dis, ouais, mais qu'est-ce que je vais écrire? J'ai pas de blague, moi. Et il me dit, si, Régis, t'as des blagues. T'arrêtes pas de faire... T'as des blagues et t'as ta vie. Oui, t'as ta vie. Et il me dit, mais tu fais tout le temps les mêmes blagues. Ça fait des années, il y a des blagues, je peux t'en dire. T'as celle-là, C'est quoi la blague la plus vieille que tu fais? Ah, mais la blague la plus vieille que je fais... Elle doit être nulle, mais elle doit être drôle, je suis mais sûr. la blague la plus vieille que je fais, c'est le classique quand tu fais... File sur mon doigt. Mais c'est un classique quand tu fais du stand-up, c'est que tu parles de ton prénom. Et moi je disais, je m'appelle Régis Canon. Oui, mes parents avaient décidé avant que je naisse que j'aurais la classe, parce qu'ils savaient déjà que je m'appellerais Canon. Ouais. Ils se sont pas dit qu'on allait rattraper le coup. Non. Ils se sont dit on va l'appeler Régis. Et je crois qu'entre nous on se comprend, je pense. Entre nous, je crois qu'on se comprend bien. Mais il me dit donc t'as cette blague là, t'as celle-là, t'as celle-là, t'as celle-là. Puis tu fais tout le temps ça, tu fais tout le temps cet accent-là, tu fais tout le temps ce truc-là. Et au fur et à mesure, il me disait ça, et moi je disais ouais, c'est dingue quand même qu'il a vu en toi. Il a vraiment l'œil de repérer les gens et de savoir où et quel rôle les interpréter. Moi, quand j'ai eu l'occasion de faire Puttermania avec lui, au début, limite, j'étais un peu perdu dedans. Et souvent, il me rassurait, il me disait non, mais t'inquiète pas. Et très souvent, il me recasait dans le rôle en me disant non, mais t'as ta place, t'es là, machin. Et je trouve que ça, et avec les autres, il le faisait très bien. Et il a toujours fait un bon choix de comédien, par exemple, pour les rôles qu'on veut interpréter. Et je comprends le fait d'avoir vu en toi un humoriste. Parce que c'est vrai que t'as un humour un petit peu, tu sais, dans une classe, il y a toujours un gars qui, comme moi, qui va faire des grosses blagues dégueulasses. Et là, t'as toujours un qui va rajouter un petit commentaire plus drôle, tu vois. Et j'ai toujours l'impression que c'est plus comme ça. T'as un humour discret, mais très, très fin. Et souvent, je le remarque quand, des fois, tu fais une blague où les gens rient pas, et puis les gens rient après, parce qu'ils l'ont comprise. Ah, c'est bon, on l'a compris, tu vois. Et je pense que ça, c'est vraiment en toi. T'as vraiment cette mécanique d'humour qui marche très bien. T'expliques une chose, et puis on se rend compte, en fait, ce qu'il vient d'expliquer, c'est hyper logique avec ce qui va être fait. Et puis tu fais, ah ouais, mais en fait, c'est fin. Tu vois, il y a ce côté. Et moi, j'aime bien ce côté un peu. On le dit souvent, mais t'as un côté un peu anglais, british, tu sais, posé. C'est fou, hein. Je pense depuis le début, moi, j'ai toujours eu ça. Et pour revenir à ce que je te disais, depuis que je t'ai vu la première fois, en 2013, je t'ai vraiment vu évoluer. J'ai vu un Régis qui essayait des choses, machin, où on se dit, ok, il teste, machin, dont je le comprenais pas comme ça, parce que je connaissais pas encore l'humour. J'étais tolérant, parce que t'étais le premier humoriste que je connaissais personnellement, qui était pour moi déjà énorme. J'ai dit, putain, je connais un mec qui fait de l'humour. Je le disais aux gens, fais de l'humour, Régis. Et je trouvais ça impressionnant. Quand je vois maintenant ce que tu fais, sincèrement, on voit une évolution dans le travail, dans l'écriture. Rien que la façon de ton attitude sur scène a complètement changé. Et je m'en suis rendu compte, la vérité, c'est quand j'ai fait ta première partie, La Ruche Théâtre, c'était en 2016, je pense. Moi, j'avais adoré le spectacle, j'avais rigolé. Et ce qui est fou, c'est que vraiment, au début, on te sent, parce que
les gens qui ne te connaissent pas ne le savent pas, mais t'es le mec qui vomit 14 fois avant de monter sur scène, on est d'accord. T'es hyper stressé. Et à un moment, t'as passé un cap. T'as fait 10 minutes où on sent qu'il y a le stress, l'enjeu, machin. Et après ces 10 minutes, waouh. C'était vraiment, ok, là, Régis, on va rigoler. Et il y avait un côté Alice. Et moi, j'adorais. Du début à la fin, j'étais mort de rire. Au début, on est un peu stressé pour toi. Parce que je me dis, ah, putain, c'est sa première et tout. J'ai l'impression qu'il y avait un lâcher prise. Je voyais plus le gars que je connaissais, je voyais un humoriste. Et je trouve ça super impressionnant. Tu vois, et ça, je l'ai déjà dit, mais sincèrement, ça marque l'évolution de ton travail, quoi. Bah, ça fait plaisir, hein. Je suis content. C'est le podcast des compliments. Je le dis souvent. C'est bien. Tu le dis souvent dans ton podcast. Mais... Oui, mais ça fait plaisir. J'étais stressé de parler, mais j'aime bien en fait d'avoir les compliments au lieu de les faire. C'est assez sympa. C'est vrai. Les gens qui ne te connaissent pas, ils te voient aujourd'hui, ben pour eux peut-être c'est naturel ce que tu as fait. Mais le travail que tu as amené jusque-là, moi je l'ai vu, je t'ai vu évoluer. Et je me rends compte qu'il y a vraiment une... Il y avait le Régis qui oubliait son texte, et il y a le Régis où... Rien que ça déjà, je t'ai plus jamais vu oublier ton texte, mine de rien. Et la dernière fois que tu as joué au Louvre, il y a même un moment où les gens ont un peu décroché, et tu as surprendre la truc. Et ça, j'ai trouvé ça professionnel, ce que tu n'aurais pas fait au début. Non. Au début, c'est vrai qu'au début... Alors tu me disais, on était en 2013 et tu devais faire ta première scène, François, t'avais mis le pied à l'étrier. Ouais, pour préparer ça, j'avais du temps avant de faire ça parce que c'était... Je sais plus combien de temps, mais j'avais eu du temps pour le faire et j'avais écrit un petit peu avec Thomas Widar, qui est un ami qui fait de l'impro avec nous, qui a fait aussi du stand-up et avec qui on écrivait sur la pause de midi parce qu'il était dans l'école à côté de la mienne. On allait se voir sur le temps de midi pour dire hey, moi j'ai écrit ça, toi t'as écrit quoi? On faisait notre sketch l'un à l'autre parce qu'on savait qu'on aimait tous les deux ça, mais on savait pas qui le faire. Donc des fois on disait 3 phrases et on disait j'ai dit ça. Et il dit ah c'est marrant, il peut garder. Et il dit et toi t'as fait quoi? Ah j'ai fait ça. On avait préparé un petit spectacle. On jouait devant, je crois qu'on était... Ouais, toi et Thomas en fait. Ouais, Thomas, je faisais un peu une première partie plus courte devant les gens qui étaient là. Moi je crois qu'on était 10 personnes, mais c'était dans un... Ouais, c'était une petite salle de fête, mais il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de fête, quoi. Mais il y avait juste, en soi, un demi-arc de cercle de 10 personnes qui me regardaient, lumière allumée dans une pièce, quoi. Ça, c'est ma toute première scène. Thomas fait la première partie, il chauffe un petit peu le public, qui n'est pas chauffé du tout, parce qu'on est 10, tout le monde se connaît, tout le monde se voit, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de... Ça doit être dur, quand même. Ouais, après c'est devant des amis, donc c'est un public déjà un peu dans la poche au départ, mais je me rappelle que je rentre sur scène, je regarde le public et j'avance de côté, j'avance vers la chaise et je regarde le public qui est à ma gauche, mais moi j'avance tout droit en regardant le public et je ne vois pas qu'il y a la chaise qui est au milieu, je rentre, je casse la chaise. Je me suis un peu pété la gueule mais pas trop, j'ai juste cassé la chaise en arrivant, ce qui a déjà fait rire tout le monde pendant 10 minutes. Donc, comment casser la glace? Tu devrais écrire un livre là-dessus. Et donc j'ai fait ma première scène, je crois que j'ai dû jouer un peu plus de 40 minutes quand même. Ce jour-là? Ouais, j'avais une première, t'as joué 40 minutes. Je crois que j'avais joué un truc comme ça, 30 minutes à 40 minutes, ce truc ainsi. Il y avait des trucs qui ont bien marché. Pour une première, 40 minutes, c'est beaucoup quand même. Tout ça, je l'ai écrit assez vite. Parce que c'est tous des trucs que j'avais envie de parler. J'avais envie de parler de moi qui était toujours le meilleur ami des filles et jamais leur copain. Ça, je me souviens. J'avais envie de parler de moi qui était le gros du groupe, parler de mon prénom pourri, ce genre de choses. J'avais des trucs avec des accents parce que j'adorais l'accent québécois et donc je faisais des personnages. J'avais même un truc avec un accent allemand à un moment donné qui était nul. J'ai même fait un accent africain, désolé pour toutes les personnes qui vont être choquées par cette information. Le seul qui sera pas choqué, c'est Michel Lem. C'est ça. Michel, salut. Michel, c'est pour toi. Et ça s'était bien passé. Pour la majorité des gens, il y avait juste une personne, je me rappelle, ça m'avait vraiment marqué, juste devant moi, que je connaissais un petit peu moins, qui ne riait à rien du tout, et qui, même à un moment donné, s'est retourné sur quelqu'un et qui a dit comme ça « Mais c'est pas drôle, pourquoi vous riez ?» J'étais à 1m50 d'elle, hein, donc moi c'était... j'entendais tout ce qu'elle disait, et si quelqu'un éternuait, si quelqu'un reniflait... 10 personnes, mec, t'es dans ton salon, hein. Oui, tu parles dans ton salon, il y a quelqu'un devant toi qui fait une blague, et tu fais « Mais c'est pas drôle, ça !» Et je sais que j'ai dû continuer en entendant ça. Mais je suis sûr que tu t'es pas rendu compte quand elle l'a dit. Tu t'en es rendu compte sans t'en rendre compte. Je suppose qu'à la première, c'est un peu un blackout. T'es un peu dans ton... je suis resté dans... Peu importe ce qui pouvait se passer, mon texte aurait été dit. Parce que mon texte était connu par cœur, j'avais retenu à la ligne.
J'ai oublié mon texte à un moment donné avec le stress, mais ça c'était au début, j'oubliais toujours mon texte. Ça, on va encore en reparler après, je suppose. J'ai fait tout mon truc, j'entendais ça, mais il pouvait se passer n'importe quoi. Il y aurait eu le feu dans le fond de la salle, j'aurais continué mon sketch pareil. Hein. Tout le monde serait parti, mais moi j'aurais fini mon sketch, j'aurais fait putain, le public il est dur quand même. C'est vrai, quand t'as quelqu'un comme ça qui te dit c'est pas drôle. En fait, c'est ça, l'humour c'est très subjectif. Quelqu'un qui dit tout le monde rit, c'est elle le problème. Le problème, on se rend pas compte que c'était elle. Ce qu'on dit souvent dans l'humour, c'est jamais le public. Mais quand t'as tout le monde, ils sont 9, ils sont 10, il y en a 9 qui rient et t'en as une qui rit pas, elle doit se dire pourquoi moi je ris pas. Et je pense qu'elle comprend pas, ou je pense qu'il y a des gens qui laissent une porte ouverte à l'humour, il y en a qui n'en laissent pas. Ça doit être vachement dur quand même en première scène, quelqu'un dit mais c'est pas drôle. Tu sais, c'est comme si tu sais quelqu'un qui s'arrête dans la rue et fait mais t'es moche en fait, tu vois. Ça arrive vraiment, on lui a rien demandé, alors si t'aimes pas, sors, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais je crois que c'était le contexte qui faisait qu'elle se rendait pas compte que le dire, à ce moment-là, ça avait un peu un impact. Elle voyait pas que moi j'avais préparé ça, que j'étais super content, super stressé. Il y avait un travail derrière. Il y avait un travail derrière, j'étais super stressé, j'avais préparé ça, j'étais super content de le faire. D'oser parler devant un groupe de gens, tout ça pour moi c'était un truc que j'avais jamais fait avant dans ma vie. Les autres trucs que j'avais fait à l'école c'était des présentations orales et ça je détestais. Il y a une présentation orale en 2e secondaire, j'ai pleuré parce que je devais parler devant la classe. J'étais un angoissé, moi parler en public c'est vraiment pas naturel chez moi. C'est contre-intuitif. L'impro m'a beaucoup aidé là-dessus. Mais je détestais ça. Donc elle se rendait pas compte. On était 10 potes et il y en avait un qui se prenait pour un humoriste et qui faisait des blagues quoi. Ça, elle se disait pas que je faisais un truc qui pour moi était important. Dès que j'ai écrit ma première vanne, pour moi c'était important de l'humour. Je prenais ça. T'avais l'impression d'avoir franchi quelque chose, d'avoir touché quelque chose. Ouais, vraiment. Et tiens, dans ton podcast, je sais que t'aimes bien revenir un peu en arrière. T'étais comment quand t'étais petit? T'étais drôle ou alors t'étais toujours aussi stressé pour tout, Tout petit, vraiment maternel, j'étais tout seul, mais vraiment tout seul. J'ai vraiment des souvenirs de moi qui attendent devant la porte de la classe pour qu'on rentre en classe, pour que je puisse retourner à l'école là où tout se passait bien, parce que j'étais un bon élève. Ça veut dire que quand t'étais petit, tu jouais pas dans la cour? On voulait pas jouer avec moi en maternelle. Ah, sérieux? Ouais, en maternelle, j'étais le petit gros, on disait joue pas avec lui. Arrête. Ouais. Quand j'étais petit, vraiment petit, c'était ça. J'ai vraiment des souvenirs de ça, joue pas avec lui, il est bizarre, joue pas avec lui, il est agressif. Les enfants sont un peu cruels, c'est vrai, hein, les gosses entre eux sont hyper cruels. Moi j'ai des enfants et je te jure, ils sont cruels des fois. Mais c'est fou quand même, tu te souviens de ça? Ouais, mais ça je me souviens, attendre vraiment, mais quand je dis devant la porte, la prof devait, si elle ouvrait la porte, elle me poussait quoi. J'étais devant la porte, j'étais prêt. Dès que je pouvais rentrer en classe, je rentrais en classe. Ah ouais, l'angoisse, toi, c'était l'heure de récré. Ouais. Tout ce que les enfants aimaient, c'était tout ce que tu détestais en fait. Ouais. À la récré, je détestais ça quand j'étais en maternelle. Après, en primaire, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire rire un petit peu et que comme ça, j'étais un peu accepté. Par exemple, c'est l'exemple le plus marquant, c'est que mon meilleur ami, on est devenus amis ensemble en maternelle parce que je le faisais rire et à manger des bonbons avec l'emballage. Et en fait, ça le faisait rire, donc je le refaisais. À partir du moment où je me suis rendu compte que si je fais rire, les gens s'intéressent à moi, je faisais rire. C'était une façon de te faire accepter en fait. Ouais, je devais être ridicule, j'allais être ridicule, ça allait faire rire. Si je devais... juste que, ouais, même à ce point-là, tu disais... je te dis, je mangeais l'emballage avec parce que ça faisait rire. Et donc... je pense que beaucoup d'humoristes ont commencé l'humour comme ça. Hein. On se crée une carapace, en fait c'est une arme. C'est quoi dire, mais l'humour c'est une arme. Et on l'utilise, on se dit ok, on a cette arme, on arrive à comprendre des choses. Et très souvent, je pense que les humoristes, après c'est mon avis personnel, mais on n'est pas forcément toujours acceptés dans la société. Et je pense qu'on se crée une arme en fait. On dit ok, on sait que c'est drôle, on va accepter. Je pense que c'est rare qu'un humoriste qui dit ok, j'ai jamais été drôle, mais je me suis réveillé un matin, je suis devenu drôle. Non. L'humour arrive à un moment de ta vie où tu en as besoin. Et quand tu te rends compte que les gens autour de toi rient et que ça marche, bah, c'est con à dire, mais tu te fais accepter. Avec les filles, c'est plus facile. Imagine qu'enfant, tu t'es rendu compte que grâce à ça, tu pouvais être accepté. C'est fou. Mais je le dis maintenant parce que avant, je pense pas que c'était conscient. Je me disais, si je fais rire, les gens vont bien m'aimer, donc faut que je fasse rire. Si je dis exactement ce que eux disent sur moi, mais que moi je le dis sur moi en blague, l'autodérision, ça va faire rire et donc ça fonctionnait. Donc au lieu que quelqu'un me dise t'es gros, t'es moche, je vais faire une blague sur le fait que je suis gros et moche, mais ça va être drôle et les gens vont dire hey, il est marrant. Il est gros et moche, mais il est marrant.
Ouais. Donc j'avais un peu ce truc, niveau confiance en soi, respect de soi, c'est nul, c'est dégueulasse. Mais niveau humour, ça a développé des armes un peu comme ça, comme tu disais. Et à la maison, par contre, là, c'était une émission de roast battle en permanence, quoi. On se clash tout le temps. Donc mais ça, je crois que chez moi, c'est le même. mes frères me font des blagues, mais pas gentilles. Hein. C'est vraiment le but, c'est de blesser, c'est pas de faire rire. Alors ouais. Non, c'est pas une blague, c'est un pic. C'est un roast battle qui tourne mal. On fait des blagues, mais ça fait très mal. Et c'est pas bienveillant du tout. Et le but, c'est ça. C'était celui qui est le plus drôle, il a gagné et on arrête de l'embêter un petit peu. Donc, moi, après, j'ai un rapport bizarre avec mes frères. Ça, j'en parle dans mes sketchs. Mais l'humour, c'était aussi ça. C'était si je suis suffisamment drôle, on va pas m'embêter. Et si je suis pas assez drôle, je vais m'en prendre plein la face. Mais après, si j'étais trop piquant, je me faisais tabasser derrière. Donc, fallait trouver le bon... Ah ouais, ça veut dire... C'est deux frères que tu as. J'ai deux grands frères, un petit frère et une petite sœur. Ah, t'as un petit frère. Ouais. Je pensais que t'avais que Roman. On est 5 enfants. 5 enfants. Ouais, juste 5 enfants, c'est vrai. 4 de trop. C'était 2 sœurs. Avec mon frère, c'est le même. Moi, je me bats aussi, mais je veux dire... Avec tes grands frères, tu t'entends jamais? T'as eu du mal à t'entendre? On s'entend pas. Pas du tout. On est sociable, on se voit, on se dit bonjour, on se dit qu'est-ce que tu racontes, on se parle 3 minutes et après c'est tout. Ouais, politesse comme on parle à son voisin. Et un voisin que ça va, on n'a pas envie d'en savoir beaucoup plus sur lui. Même s'il fait des trous à minuit dans le jardin avec une grue, tu veux pas savoir. Voilà. Eh ben tu sais quoi, je vais te dire sincèrement, je comprends pas moi ça. J'ai un grand frère et une grande sœur. Et je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils font et leur façon de faire, mais je les aime. Et comme je les aime, j'accepte des choses. Tu vois, je ne me verrais pas vivre sans mon frère et ma sœur. Ben, je travaille avec, attention, c'est encore différent, et je trouve qu'il faut une force, il faut une force de caractère pour se dire, ok, ça ne matche pas avec des membres de ma famille, bah ok, ils sont là parce qu'ils sont là, mais je fais ma vie. Et je trouve ça, d'un autre côté, je comprends pas, et d'un côté, je trouve ça tellement admirable, tu vois ce que je veux dire, dans le sens de me dire, moi personnellement, j'ai pas cette force en fait. Ouais, moi c'est un peu de la rancune peut-être, un peu de trucs qui restent, mais c'est juste qu'on n'a pas créé de lien, donc le lien n'est pas là. Ils sont beaucoup plus grands que toi? Non, il y en a un qui a 16 mois de plus que moi et l'autre qui a 4 ans de plus que moi. Ouais, mais mes parents, c'est des enfants tous les 2 ans. Ouais, ça. Mais il faut voir ton spectacle pour le comprendre. C'est une famille de lapins, mon gars. C'est ça. Avec ta sœur, je sais bien qu'avec Roman, ça tu... Avec ma sœur, je m'entends vraiment bien. Tu t'entends bien. Ouais. T'as fait de l'impro aussi avec, je sais que... Ouais. Ça, et c'est vrai, tiens, t'as commencé quand l'impro? Parce que ça, j'ai pas trouvé. Ah, ben ça, tu saurais pas trouver. Pourtant, j'ai fouillé, je suis venu à 3h du matin devant chez toi, j'ai ouvert la porte chez toi pour trouver des documents. C'était toi le gars avec les jumelles et l'imperméable. Et que j'ai dit, chut, je fais un podcast bientôt. C'était moi. Ben, l'impro, en fait, quand j'avais genre 12 ans, mes parents allaient voir de l'impro avec ma petite sœur et mon petit frère. Et ils revenaient super contents de l'impro en disant que c'est le truc le plus génial du monde, des spectacles. Tu supposes qu'ils te le criaient comme toi t'étais dans la cave en attendant. C'était bien, bro, clac. Ben, ils revenaient toujours en disant c'est génial, c'est incroyable. Mais je trouve que l'impro, c'est quelque chose que quand tu l'expliques, ça a l'air tellement nul. Tu dis, bah, c'est des gars qui sont habillés comme des gens de hockey, on leur donne un thème d'un arbitre, ils doivent jouer sur des trucs improvisés, et dit comme ça a l'air nul. Mais ça a l'air nul. Moi, je voulais pas aller, et on me disait ça, je disais, mais j'ai d'autres choses à faire de la soirée, quoi. C'est hyper compliqué à expliquer, c'est vrai, c'est hyper compliqué. Et je suis allé une première fois, et j'ai accroché direct. J'avais jamais autant ri de ma vie à un spectacle. T'as été d'abord voir l'impro? Oui. Puis t'es rentré dedans? Oui, j'allais voir l'impro, et je riais, mais après c'était du bon niveau d'impro, dans une salle où c'était à l'étage, qui faisait un peu ring. Donc tout était parfait, l'installation. Dans quelle année ça? Bah, j'avais 12 ans, donc 2005, 2004, 2005. Ah, quand même, t'as vraiment commencé tôt en fait. Mais là j'allais voir l'impro, donc je suis vraiment tombé amoureux de ça. D'ailleurs, j'allais voir l'impro avec François Marotta. On allait voir ça souvent ensemble, on adorait ça, toutes les catégories, on riait, on voulait refaire ça, on trouvait ça génial. Et dès qu'il y a eu des stages d'impro, je crois que j'avais genre peut-être 14 ans. Tous les vacances, je faisais stage d'impro. Au Caméléon, avec Étienne Lejeune. Je jouais
De mes 14 à mes 21, j'ai fait de l'impro à chaque vacances, beaucoup de spectacles dès que je pouvais. Je faisais pas les cours à l'année parce que je faisais déjà le karaté. Je faisais le karaté 2 à 3 fois semaine, voire 4 vers la fin. Et j'étais un gros stressé et un gros intello, donc il fallait que j'étudie. C'était clair. Ouais. Moi, s'il y avait un test, il fallait que j'étudie des heures. Je suis le seul être humain que je connais qui a fait des nuits blanches en secondaire pour préparer des examens. Ouais, moi j'étais... Le jour d'un examen, il fallait pas me parler. C'était impossible. Je révisais dans la cour et quelqu'un venait me dire hey, « Salut, ça va ?» Je fais « Non, j'ai pas le temps. Il faut que je révise. » J'étais en panique. C'est pour ça que t'étais seul dans la cour. Non. Mais non, à ce moment-là, j'ai... Même au gardien, tu faisais « Non, on ne parle pas. On a un examen en plasticien. J'ai pas envie que tu me parles. » Est-ce que c'était d'abord le cube rouge ou le cube bleu? Je sais plus. J'étais vraiment un angoissé. Les 2 semaines avant les examens, je faisais que ça. J'étudiais. En supérieur, c'était pire. J'étais ultra stressé tout le temps. T'avais peur quoi? De l'échec en fait. C'est l'échec qui te faisait peur. Bah, je pense, oui. C'est le vouloir bien faire. C'est d'être le bon élève, que ça se passe bien. J'étais toujours angoissé. Mes 6 années de secondaire, c'est 6 années de stress. Vraiment. C'est du stress. J'ai une quantité de stress énorme avec ça. Et t'imagines que aujourd'hui, je fais de l'humour. Et l'humour, pour moi, là-bas, c'est l'échec. Bah, c'est un truc avec lequel j'ai du mal avec les sketchs, c'est que quand ça se passe pas bien, j'ai du mal avec ça. Et j'ai peur d'essayer des trucs et que ça marche pas. Pour le moment, je suis pas encore à l'aise suffisamment avec le bide. Ça, c'est un truc sur lequel je dois travailler vraiment parce que quand ça se passe pas bien, ça m'affecte. Et ça, c'est un truc sur lequel je dois travailler parce que, comme tu dis, quand on fait du stand-up, je le sais. Intellectuellement, je sais que il faut essayer, il faut que ça rate, il faut faire des bides. Obligé. Mais au niveau du ressenti, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'ai peur de l'échec et peur de rater. Tout mettre... J'ai l'impression que c'est comme un peu faire un combat de boxe. Tout le monde t'évite de te manger une patate en fait. Ce qui est dingue, c'est que t'es improvisateur et l'impro, c'est que tu montes sur scène avec des choses que tu ne connais pas. Tu montes avec de l'inconnu. Après, oui, on a des armes, on a des outils en impro, mais c'est dingue quoi, parce que t'es très bon improvisateur en plus. Mais l'impro m'a beaucoup aidé. Au fur et à mesure que je faisais de l'impro et que je voyais que ça se passait bien devant le public, que je savais réagir, que les gens réagissaient bien, ça m'a beaucoup aidé sur scène, ça c'est sûr et certain. Ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Moi, je conseille à tout le monde de faire de l'impro parce que ça, moi, je trouve que ça aussi, vraiment. Moi, je trouve que ça ouvre ton cerveau à des possibilités et à voir les choses. À l'acceptation aussi. Aussi, à accepter et même quand quelqu'un te parle, de réagir sur ce qu'il dit et d'être toujours dans le moment et de... Ça, c'est vraiment, on devrait l'inclure dans les écoles. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment un très très bon truc et je m'en rends compte avec mes élèves des fois quand je leur demande d'imaginer une situation ou de réfléchir à un truc. Moi j'ai 1000 idées qui arrivent d'un coup et eux ils sont là mais je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, mais vous pouvez dire ça. Moi je trouve l'impro m'a vraiment ouvert le cerveau. C'est vraiment comme si on m'avait fait regarde tout ce qui est possible de faire. Je pense que c'est le fait d'accepter que c'est aussi d'accepter soi-même qu'on peut être créatif en fait. Ouais. Mais l'impro, moi j'ai adoré, ça m'a beaucoup aidé. Mais par exemple, à l'école, j'étais toujours autant stressé. Début secondaire, j'ai vraiment le souvenir de la 2e secondaire là, que je te disais, où je commence à parler, j'ai dit mon titre. Et je me suis mis à pleurer parce que j'étais en panique, je tremblais de partout, j'ai failli m'évanouir. La prof m'a dit sors 2 minutes, je tremblais, j'étais tout blanc, je suis arrivé en classe. Elle m'a dit ça va aller, j'en voyais qui riait, j'avais envie de pleurer, enfin j'étais vraiment mal. Mais du coup, c'était mon examen, il fallait parler devant le public. Donc moi déjà, examen, c'était fini, ultra stressé. Parler devant le public, ultra stressé. L'école, ultra stressé, il faut que ça se passe bien. J'ai eu 19 pour ce travail, le truc était parfait. J'étais vraiment un premier de classe. 19 sur 20 ? Ouais. C'était pas vraiment parfait, Régis. Mais le pire, c'est que je pense ça un petit peu. Sérieux ? Mais moi, je suis... Mais moi, 19, je crois que j'ai jamais eu ça de ma vie. Intellectuellement, tu me dis 19, je sais que c'est génial, mais dans le ressenti, je me fais, mais pourquoi j'ai pas eu 20 ? Et c'est parce que t'as vu tout l'effort que t'as accompli, t'as l'impression que ça devait être parfait. Ouais, mais même si un ami avait un 16, je disais, bah, c'est super, t'as eu 16, c'est trop bien. Je recevais 16, j'étais dégoûté. Alors que parce que t'as mis la barre trop haut, je pense. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je suis toujours stressé parce que j'accorde trop d'importance. Même en impro, quand ça se passait pas bien, je m'effaçais au fur et à mesure. Il y a des spectacles où
La première impro se passe pas bien, bah tu me vois pas dans la deuxième. La troisième, je vais remonter, elle se passe pas bien, tu me vois pas dans la quatrième, tu me vois peut-être pas dans la cinquième, tu me verras faire un petit passage dans la sixième, mais tu me vois pas prendre de la place. Alors que quand ça se passe bien, bah, première impro ça se passe bien, deuxième impro tu vas me voir, troisième impro tu vas me voir, quatrième impro... Ah, tu vas flotter, à ce moment-là, tu vas flotter. Une fois que ça se passe bien, je flotte. Tout se passe bien. Et ici, récemment, j'ai refait de l'impro parce que j'en avais plus fait depuis longtemps. On avait fait un stage avec des gens d'un peu tous les niveaux. Il y en a des gens qui commençaient et je me sentais tellement bien parce que j'étais dans ceux qui ont de l'expérience. Et donc, tout se passait bien. Je flottais parce que je n'avais pas peur. Je voyais, dès le départ, je me suis rendu compte que mais ce que j'ai fait il y a quelques années, j'ai encore des bagages. Tu l'as assimilé en fait. Ouais. Et du coup, là, ça se passait bien, j'étais pas stressé. Moi, c'est ce qui me fait peur. Parce que j'ai toujours envie de reprendre de l'impro. Je te jure, l'impro me manque. Et je le dis toujours, c'est une détente artistique. Je sais pas si t'as ça, mais moi, quand je suis en impro, c'est waouh, je peux monter sur scène, j'ai pas de stress. J'en ai déjà pas trop en temps normal, mais je vais m'amuser, quoi. J'ai envie de le faire. Et d'un côté, j'ai pas envie de refaire les cours parce que je dis, waouh, j'ai pas envie de reprendre un mercredi soir et tout, et reprendre cette énergie pour ça. Et d'un côté, j'ai envie, et je sais pas si t'as ça, tu vois, de te dire, putain, j'ai envie, et en même temps, je dis, est-ce que je peux encore tenir la route, quoi, tu vois? Ouais, moi, ce qui me manque le plus, c'est clairement les spectacles, parce que c'est un bonheur fou quand ça se passe bien. Mais quand ça se passe bien en stand-up, c'est 1000 fois ça. Le stand-up, quand t'as écrit une blague, qu'elle marche bien, devant un public, les gens se disent waouh, il a écrit ça, et que tu te dis même toi-même, tu dis waouh, j'ai écrit ça, et ça s'est bien passé. Je dis pas que c'est exceptionnel, mais quand ça se passe bien, c'est juste incroyable. Pour moi, il n'y a rien de comparable au fait de faire une blague qui fonctionne. La première fois que tu fais une blague, tu la testes et qu'elle fonctionne, qu'elle est un peu validée comme ça. Le fait que, ok, j'ai travaillé en amont, j'ai fait ça, j'ai bossé, je l'ai appris et que ça marche, c'est un 20 sur 20 en fait pour toi. C'est ça. C'est quand t'as une vanne qui rit à moitié, t'es sur un 16, tu te dis j'aurais voulu me... D'un côté c'est bien, attention, c'est très bien de travailler comme ça, et si c'est ta mécanique d'écriture, c'est très bien. Et de temps en temps, je pense qu'il faut aussi pas oublier que t'es là pour t'amuser. Et c'est pas l'école, le stand-up, c'est un travail, mais je pense qu'il faut de temps en temps un lâcher prise. L'impro, si t'as appris une chose, c'est un lâcher prise, ça c'est sûr. Ce que j'aime en impro, c'est le fait des fois de pouvoir te reposer sur les autres. Moi, j'ai plus de mal avec ça. Ouais. Quand ça se passe pas bien à cause de quelqu'un, que objectivement... Normalement, en impro, si quelqu'un fait quelque chose, tu dois accepter et en faire quelque chose et arriver à magnifier ce qu'il a fait. Mais des fois, t'as amené quelque chose de super bien et quelqu'un vient le détruire derrière ou n'a pas compris quelque chose, n'a pas écouté. Quand n'a pas compris, c'est que c'était pas assez clair, c'est de ta faute. Quand il n'a pas écouté, ça m'énerve parce que tu as amené quelque chose de bon qui a été gâché par quelqu'un qui n'a pas écouté. C'est un manque d'écoute, c'est une faute qui va être sifflée. Mais là, ça va m'ennuyer. Donc des fois, je trouve ça génial parce que tu crées un truc avec plusieurs personnes que tu n'aurais pas su faire tout seul. Mais des fois, quelqu'un va te gâcher un truc que tu as préparé qui était très bien. Et donc moi, j'avais des fois un peu du mal avec ça. C'était quoi les fautes que tu avais le plus souvent? Moi, c'est... cabotinage, ça c'est clair, parce que je fais le plaisir de faire une blague, t'as une situation, tout est bien, tout est propre, mais est-ce qu'on rit? Moi il fallait que le public rie, et si le public riait... Au détriment de l'impro. Des fois, oui quand même, parce que si je pouvais faire rire tout le public, un bonheur incroyable. T'avais la faute, mais t'avais la reconnaissance du public. Oui, mais il pouvait me siffler la faute, c'est pas grave, je l'entendais même pas qu'il avait sifflé. L'autre faute que je pouvais avoir, c'était décrochage, parce qu'il y a des gens qui me font trop rire et moi j'arrive pas à rester sérieux, et c'est un truc que j'ai du mal avec l'impro, c'est que ça me fait tellement rire, donc je vais rire et donc j'ai du mal en même temps, public et jouteur à ce moment-là. Ouais, normalement t'es pas censé rire parce que tu dois rester dans l'action, dans ton truc, et moi il y a des gens, il y a rien à faire. Je joue avec, on en a encore parlé de lui, mais François Marotta, tout me fait rire. Étienne, moi, me fait mourir de rire. Moi aussi, en plus, on s'entend super bien maintenant parce que c'était mon prof quand j'ai commencé l'impro. C'est devenu un ami. C'est devenu un de mes meilleurs amis, clairement. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment, moi, Étienne. C'est quelqu'un que moi j'apprécie aussi fortement. Ça fait un moment que je l'ai plus vu, mais. Mais moi, il me fait mourir de rire. Donc, quand j'arbitre et que c'est lui qui joue, il va essayer de me faire rire et il va réussir parce qu'il sait, il sait comment faire. Donc, c'était les deux fautes que j'avais, cabotinage et décrochage.
Et la combinaison parfaite, c'était je fais un cabotinage, les gens rient et ça me fait rire, et je ris aussi. Et là, j'ai les 2 fautes, je suis éliminé. L'autosatisfaction, en fait. Mais là j'étais dégoûté, j'ai été éliminé, mais en même temps, j'ai fait rire. Donc moi, les impros sérieuses, parce qu'en impro, t'as des impros... Une impro dramatique, moi, j'ai pas envie de la faire. Je m'en fous. Moi, je sais pas, mon corps il ne veut pas la faire. Moi, mon corps, il dit, bah non, t'as un corps drôle, alors ça va être drôle d'office. Je sais pas si t'as ça, mais moi ça marche pas. Bah je sais pas, moi je crois qu'en soi on est capable de le faire, c'est juste j'ai pas l'envie en fait. Ouais, je comprends. Mais ça serait bien si, tout, hein, si je veux m'améliorer en impro, il faudrait que je sache faire ça. Je pense pas, forcément. Bah si, normalement t'es censé avoir un panel de savoir faire tout. Les meilleurs improvisateurs pour moi c'est ceux qui savent aller dans tous les trucs. Moi je sais que je saurais pas faire ça, mais après mon objectif c'est pas d'être je crois que à ce moment-là t'es plus un comédien. Un bon improvisateur, c'est pas forcément celui qui brille, c'est celui qui va te faire briller. Et quand tu joues avec ça, toi, en tant que maître drôle, tu peux pointer, tu peux aller chercher le point, mais eux, ils sont là, et c'est là, pour moi, un bon improvisateur, c'est lui qui va tellement tout amener sur un plateau que tu deviens super bon, tu vois. Un bon improvisateur, souvent, c'est celui qui est entré, mais qui amène tellement. Et à ce moment-là, et après, ça dépend... aussi, tiens, c'est quoi toi ta catégorie d'impro préférée, tiens? Ah, ça je l'ai déjà dit beaucoup de fois dans le podcast, donc désolé pour ceux qui écoutent tous les épisodes, mais moi c'est exercice de style. J'adore cette catégorie. C'est encore exercice de style, tu joues 1 minute 30 normalement, ou 2 minutes parfois selon l'arbitre, et tu dois refaire cette impro de 5 ou 6 manières différentes après, et tu dois la refaire, par exemple vous pouvez refaire la même impro mais à la manière d'un manga. Vous pouvez faire la même impro mais façon érotique, vous pouvez faire la même impro mais tout le monde est en colère, vous pouvez faire la même impro. En fait l'arbitre peut un peu demander ce que tu veux, mais tu dois refaire la même impro mais tout change en fait. Tout change, l'histoire en soi est la même, mais l'histoire on s'en fout un peu dans le sens où ce qu'il faut c'est juste qu'on voit la différence. Donc si la première impro est correcte dans le sens où tu as placé différentes choses, il y a différentes actions, ce qui fait que tu vas pouvoir modifier après. C'est une pépite pour le gag. Tu as juste une base et on te dit, cette base... C'est du running gag en fait. Cette base que tu as, rends-la meilleure. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu sais que tu dois faire ça. Je pense que c'est pousser l'imagination au bout en fait. Ouais. Et ça te donne pas envie de rejouer, de refaire de l'impro? Mais en fait, j'adorerais, mais moi je travaille le soir, en temps normal, je travaille du lundi au vendredi soir. Et le seul soir que j'ai libéré, je l'ai libéré pour faire du stand-up. Ouais. Et tu me demandes de choisir entre stand-up et impro, je prends stand-up. Ouais, mais en vrai, tu me demandes de choisir entre stand-up et autre chose, je prends stand-up toujours. Sérieux? Ah, mais moi, le stand-up, c'est la première passion. Faudrait pas qu'il y ait le stand-up et ta femme sur un rocher en train de tomber. Ah, non, mais là je prends... Chou, je t'aimais. Non, mais clairement, ma copine passe avant tout. Ça, c'est clair. Quoi, tu t'es bien rattrapé. Non, elle passe avant tout, mais là, le stand-up est juste après. Mais ce qui est très bien avec ma copine, c'est qu'elle me demande pas de choisir entre le stand-up. C'est vrai que déjà ça c'est bien, parce que ça il faut pas oublier qu'être femme d'humoriste c'est pas toujours facile. Tu sais qu'elle vit avec nous au quotidien, et putain quand on fait des blagues, elle nous connaît tellement qu'elle nous regarde avec ce regard pour les... C'est drôle mais tu me saoules. T'as jamais essayé de faire? Si. C'est drôle, hein? Ouais, mais là, moi, en plus, quand j'ai une scène, elle doit supporter le fait que je vais lui faire le sketch une première fois, elle va réagir ou pas, ou je vais retravailler, je vais lui refaire le même sketch, je vais lui refaire une 3e fois, je vais lui refaire avant de partir pour la scène parce qu'il faut que je le connaisse par cœur. Est-ce que tu penses que c'est bien? T'as vu ici, je l'ai dit ça comme ça, donc c'est un petit peu plus drôle, peut-être que si je fais ça. Mais elle me dit, mais j'ai pas vu de différence. Enfin, ça dépend, des fois c'est des ça, petits c'est rien pour des petites scènes, des scènes ouvertes. Là, c'est pour une petite scène de 10 minutes, hein, parfois. Mais alors, Et je lui ai fait 5 fois sur la semaine, et je lui refais le jour avant de partir. Dans ma voiture, je refais le texte, mais je suis trop stressé. Et attends, parce que tu fais des festivals, tu fais beaucoup de festivals, tiens, en humour. J'en ai fait beaucoup les premières années. Là, j'ai envie de dire, là, ça va, le niveau de stress, parce que si t'es stressé comme ça pour une scène, on va dire un open mic, je veux pas savoir comment t'es stressé pour un festival. En fait... Je sais que t'as fait plusieurs festivals, hein. Je sais que t'en as fait plusieurs. T'as fait quoi? Attends, on va vite énumérer, mais t'as fait le Festival Montois du Rire, le MDR, 2013, 2014, 2015. T'as fait Rémi Court 2015, 2016, là t'as eu les prix des artistes. Des artistes, ouais. Les 2 années. T'as fait Bastogne aussi, je sais que t'as fait Bastogne. Bastogne, j'ai fait le casting.
T'as fait le casting, t'avais J'ai pas été pris. Mais j'avais fait le casting de Rochefort. J'ai fait le festival de Herve 2 fois. Une fois j'ai été en Herve, quart, c'est ce que j'allais dire. en quart de finale. Une fois j'ai été en demi. Une fois j'ai pas été pris. Mhm. Et j'ai fait 2 fois le festival de mon école. Ça s'appelait le Danzatemu. C'était un truc genre spectacle de talent. Donc tout le monde peut venir faire ce qu'il veut. Et moi je m'étais dit, je vais Ah, faire... là, comme dans les films américains, Ouais, où un chacun passe son... Je pensais qu'il y avait qu'en Amérique qu'on faisait ça. Et bien moi je l'ai fait 2 années, je l'ai fait en 5e secondaire et en 6e secondaire. J'ai fait un sketch de, je crois que c'était 6 ou 7 minutes devant mon école. Donc les potes, il y en a qui ne m'avaient jamais vu parler de leur vie et qui m'ont vu arriver sur scène et faire un sketch et se sont dit, ouais, il est drôle en fait. Putain, mais c'est fou. Tu sais que c'est fou. Les profs, il y a des profs qui par exemple ma prof qui m'avait vu en 2e secondaire en pleurs parce que je devais dire un titre. Elle t'a vu monter sur... Elle m'a vu monter sur scène et faire des sketchs devant des gens où je parle de moi. Tous les parents d'élèves et les élèves. Putain, moi j'aurais pas osé. Et en fait, à ce moment-là, je ne disais pas à mes parents, à ma sœur, je disais à personne que je faisais ça. Il y avait juste les gens de l'école qui savaient. Et il y a même des photos. Ma mère me demande, mais qu'est-ce que tu faisais sur scène? Je dis, j'ai présenté François parce qu'il jouait du piano après. Il m'a demandé à quelqu'un, parce que je voulais pas dire que je faisais du stand-up. Parce que je voulais pas que mes frères sachent que je fais du stand-up. Pour pas qu'ils t'insultent au passage. Pour pas qu'ils viennent si je faisais une scène. Carrément. Pour pas qu'ils viennent si je fais une scène et pour venir m'insulter. Pour pas qu'ils se moquent de moi à la maison. Pour pas que quand j'écris un truc, ils aillent voir ce que j'écris ou qu'ils déchirent ce que je fais. Enfin, c'était... Il fallait... Ah ouais, vraiment, t'es... Ah ouais, moi je cachais mes feuilles pour pas que mes frères le voient, pour pas qu'ils sachent ce que je fais et j'en parlais pas. Premier festival Montois du Rire, je m'étais inscrit, parce que c'était Bilou qui organisait, c'était à l'Arcobaleno, là où on faisait l'impro, donc je savais... Tu connaissais le lieu. Je connaissais le lieu, je savais le truc, je savais comment ça se passait. J'avais été voir l'année d'avant, il avait fait des scènes, et donc j'avais adoré, je me suis dit... Cette année, que je le fasse, quoi. J'ai fait les scènes avec François, il faut que je le fasse. Et j'avais pas dit à mes parents que je faisais ça. Et donc ma mère avait réservé le spectacle et elle savait pas que j'étais dedans. Donc moi je suis dans la salle avec eux et en fait... Et tu l'as fait exprès? Je l'ai pas dit parce que je voulais pas que mes frères viennent. Tu voulais pas que ta mère le dise à tes frères? C'est fou ça. Le présentateur m'appelle et le prochain c'est Régis Canon et donc je monte sur scène et je fais des sketchs. Mais mon père, ma mère et ma soeur sont au premier rang sur la droite. Je revois encore la tête de ma mère qui fait une tête de mais qu'est-ce qu'il fait sur scène? Il avait pas dit qu'il allait juste présenter Thomas qui passait après ou présenter quelque chose. J'avais encore trouvé une excuse pour dire quelque chose et je lui ai dit je reviens. J'avais fait mon sketch, ils avaient trouvé ça drôle. Entre parenthèses, je trouve que c'est une belle surprise pour tes parents de l'apprendre comme ça. Oui, mais mes parents sont super cool. Mes parents sont super encourageants. Si je leur avais dit à la fin de mon secondaire tu quittes tout pour faire de l'humour, ils m'auraient dit ouais vas-y. Ma mère aurait été super contente si j'avais fait genre le conservatoire. Elle aurait adoré ça. L'école nationale de l'humour. L'école nationale de l'humour, je pense qu'elle aurait été... Ouais. Elle aurait été encourageante. Je sais pas si... Je sais que ça, c'est un de tes rêves. Ouais, mais ça, c'est pas un rêve de... Je l'ai pas fait parce que mes parents étaient contre ou parce que... C'est juste je me sentais incapable de faire ça. Ouais. Pour moi, j'avais pas le talent suffisant pour le faire, pour aller... vivre tout seul au Québec pendant 2 ans. Moi, il me fallait une solution sûre de... Tu voulais une sûreté. Pour moi, je n'étais pas capable. Pour moi, c'était un rêve de faire du stand-up, mais pour moi, je me trouvais pas bon. Pour moi, c'était pas possible. Moi, Régis, qui n'ose pas parler devant un public, le premier festival Montois du Rire, je perds mon texte tellement je suis stressé. On me voit trembler, sortir ma feuille de ma poche en tremblement. Mais la vidéo est sur YouTube, je pense. Là, pas la première scène. J'ai oublié mon texte les 3 fois où j'ai joué au festival Montois du Rire. Parce que c'était mes premières scènes en soi, à quelques trucs près, mais j'étais trop stressé. Là, c'était un public, il y avait un festival. Ouais, et donc, les conditions étaient réunies pour que tu filmes ta race, quoi. Et en fait, ça faisait rire les gens. Quand je sortais mon texte, les gens pensaient que c'était pas voulu. C'était drôle. Et donc, ça faisait rire parce que... Il y a une blague que tu disais où tu trembles, je suis très stressé, tu disais je tremble, je transpire, j'oublie ce que je dois dire, c'est pas ça? Et puis tu oublies ce que tu devais dire, je trouvais ça hyper drôle. Mais je faisais même pas exprès. Mais ouais, ça c'était drôle. Et donc les gens pensaient que ça faisait partie un peu d'un personnage, on m'a dit souvent, mais ton personnage du gars stressé et un peu pathétique, c'est drôle. Je fais... c'était vrai. Je pensais que c'était une blague que t'avais fait. C'est un beau personnage, merci. Où on m'avait dit, il y a quelqu'un qui m'avait dit, je me rappelle de cette phrase, sur scène c'est marrant parce que tu fais pitié mais c'est ta force. Ah, c'est pour ça que t'as appelé ton spectacle, tu l'as appelé comme ça. La première fois j'avais appelé ça comme ça. Putain, mais ça c'est une belle phrase.
dans le sens, pour un spectacle, c'est très drôle. Je pensais que c'est vraiment une phrase que tu avais trouvée. Mais c'était pas un personnage, j'étais exactement comme ça. Et le tremblement, c'était pas voulu. L'oubli de texte, c'était pas voulu. Je bégayais, c'était pas voulu. Je transpirais, c'est clairement, c'était pas voulu. Mais au fur et à mesure des scènes, ça s'est amélioré. À chaque fois que je joue, je suis un petit peu moins stressé. Mais dans le sens où je suis... Avant la scène, je suis toujours autant stressé. Avant de monter sur scène, c'est toujours pareil. Allez, la dernière fois qu'on a joué ensemble, je te trouvais plus tant... Bah, je le montre moins, mais c'est toujours bien là. C'est toujours au fond de toi. Mais une fois que je suis sur scène, maintenant ça va. Peut-être maintenant, le ventre qui te... Bah, maintenant, si ça se passe bien, ça va. Avant, peu importe si ça se passait bien, mal ou pas, ça n'allait pas. J'étais en panique. J'adorais faire ça, j'étais super content de le faire, fier de moi de le faire. Mais maintenant, je suis toujours stressé, mais si ça se passe bien, j'arrive à me détendre. Et plus ça se passe bien, plus je me détends. Par exemple, quand j'avais joué à La Ruche, là j'ai joué 1h15. Ben, les 10 premières minutes, je suis en panique, et 50 minutes d'après, c'est du bonheur. Si je jouais tous les soirs, je pense qu'à un bout d'un moment, j'arriverais à être relativement à l'aise un jour. Imagine si le petit Régis qui attendait devant la porte voyait le Régis que tu es aujourd'hui. Je me demande ce qu'il dirait. Ben, je crois que ça l'encouragerait, parce qu'il verrait quelqu'un qui est stressé, mais qui le fait quand même. Parce que quand je regardais, quand j'étais en fin de secondaire, que je regardais l'École nationale de l'humour, je me disais, c'est le rêve, une école pour l'humour. Moi, ça dit l'école et l'humour, c'est fait pour moi. C'est peut-être le fait de dire, ok, je suis dans un cadre prévu pour cet actif, et à ce moment-là, ça donne du sens à ce que tu as envie de faire, en fait. Ouais, mais quand moi j'ai découvert les humoristes québécois à l'époque, parce que je commençais à écouter énormément de stand-up de partout, je suis tombé sur les humoristes québécois avec Stéphane Fallu, que j'ai eu dans le podcast. C'est lui le premier à avoir... C'est le premier humoriste québécois que j'ai entendu. J'adorais les improvisateurs québécois qui venaient, et on m'a dit, tu devrais écouter du stand-up au Québec, ça te plairait si t'aimes bien l'accent. Ouais. Et je me suis dit, mais ouais, j'ai jamais écouté. Et j'ai écouté Stéphane Fallu, j'ai vu, il est au Festival Juste pour Rire. Je suis regardé le Festival Juste pour Rire. L'engrenage est mis en route, quoi. Ouais, j'ai tout écouté, tous les trucs Juste pour Rire de l'époque, et à ce moment-là, tout ce qu'il y avait sur YouTube, c'était le début de YouTube, donc t'avais pas encore énormément, des spectacles complets t'avais pas, mais je regardais tout ce qu'il y avait. Et alors Festival Juste pour Rire, j'ai regardé, il parlait de l'École nationale de l'humour, j'ai été voir, tous mes humoristes préférés presque étaient passés par l'École nationale de l'humour, donc moi le site est dans mes favoris depuis 2011, mais parce que je regardais ça en me disant mais c'est le rêve, même pour moi, c'était un rêve pour lequel j'étais pas capable, parce que j'étais le gars stressé qui sait pas parler devant un public. Mais tu dis j'étais pas capable. Aujourd'hui tu te sens capable de le faire? Non, je me sens toujours pas capable, j'ai toujours peur de le faire, parce que je ne me sens pas à niveau, j'ai peur de rater, mais l'envie est tellement là qu'à un moment donné il faut que je le fasse, sinon j'ai peur de le regretter, et pour le moment j'essaie d'économiser pour pouvoir y aller. Ouais. Mais ça coûte très cher. Mais ça coûte cher, c'est quitter la Belgique, c'est prendre une pause carrière. Enfin, c'est beaucoup d'arrangements, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, j'ai peur que si je le fais pas, je vais le regretter toute ma vie. Si on en fait une en Belgique, tu t'irais? Je sais pas, parce qu'il faudrait voir. Parce que là, c'est ancré depuis 30 ans, donc c'est vraiment un truc qui est bien huilé, qui est bien fait, qui est à fond, avec des professionnels qui en font depuis des années, qui pour moi pourraient donner cours à des gens qui sont en Belgique, qui font de l'humour, mais parce que c'est le début en Belgique, c'est tout neuf. Je veux pas dire que c'est pas bon, mais c'est nouveau. Moi j'adore l'humour en Belgique, et des stand-uppers qui sont incroyables, que j'ai eu dans le podcast et que j'adore, mais on est au début. Au Québec, ils sont là depuis plus longtemps. Alors aux États-Unis, tu vas me dire qu'ils sont encore là depuis plus longtemps. Donc ça serait encore peut-être plus intéressant, mais je sais pas. L'humour au Québec, c'est le truc qui me fait le plus rire. Déjà, c'est francophone, automatiquement c'est déjà plus accessible. Ouais, mais je sais pas, c'est le style, la façon de parler, les expressions, l'accent, les angles. Ils sont beaucoup dans le storytelling, je trouve. Ils sont beaucoup dans l'explication, dans ce que tu transmets souvent sur scène. Ouais. Plus des histoires. Et je pense que le fait que ça ancré chez eux, les gens n'attendent plus une vanne Ils sont plus dans, ok, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Qu'est-ce que tu vas nous amener? Parce que tu sais, faire des blagues, tout le monde sait vraiment, faire des blagues, des punchs, c'est facile, mais arriver en disant, moi je suis comme ça, ma façon de voir le monde, elle est comme ça, et je pense que l'humour québécois est plus centré là-dessus, j'ai l'impression. Après, c'est mon avis personnel, mais... Il y en a qui sont là-dessus, mais il y a beaucoup de styles, en fait. Il y a un peu de tout. C'est plus varié, l'humour québécois, que ce qu'on a chez nous.
parce que nous, il y en a plus qui essaient d'imiter quelque chose qu'ils ont déjà vu, qu'au Québec, ils sont plus là-dedans. Ils ont développé leur truc. Il y a des one-liners, il y en a c'est des anecdotes, il y en a c'est plus du sketch, il y en a c'est plus des personnages. Donc il y a un petit peu de tout, donc je pense qu'il y a moyen de trouver son bonheur, mais je sais pas, je trouve que les angles qu'ils abordent me touchent. Mais après, ça fait 30 ans que ils font ça chez eux, je pense que, tu sais, si tu veux te démarquer, il faut bosser et il faut donner. Mais l'accent québécois aussi joue énormément, parce que moi c'est un accent qui me fait, pas qui me fait rire, mais que je trouve beau et qui amène à quelque chose de drôle facilement. La langue est plus drôle pour moi en québécois que en belge, ou en français, ou en suisse. Ouais, t'as l'impression que les mots sont plus drôles. Ouais, tout est plus drôle. Tu vas me dire, le même sketch refait en québécois va être plus drôle pour moi. C'est d'ailleurs un sketch que j'avais, c'est que pour moi, un québécois peut te dire ce que tu veux, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, j'adore ça. Et quand j'ai fini le secondaire, je me voyais pas partir. Pour moi, j'étais pas capable. Et quand j'ai fait les premiers festivals, j'oubliais mon texte. J'étais pas spécialement bon. On me remarquait pas tant que ça. J'ai jamais gagné de festival. J'ai fait plusieurs festivals. Moi non plus. Oui. Mais j'ai fait plusieurs festivals. À chaque fois, je finissais demi-finale. J'ai fini finale, mais j'ai jamais gagné. Et moi, je me sentais pas capable. Mais après, ma confiance en moi n'a jamais été très haute, et au fur et à mesure des années, ça va mieux. Mais à ce moment-là, c'était pas possible. C'est pas possible que j'investisse autant d'argent. En faisant ces festivals, qu'est-ce que tu espérais que ça t'amène ? En faisant ces festivals, qu'est-ce que tu penses que ça peut t'amener en plus ? Là, les festivals, c'était vraiment pour se faire connaître un petit peu, pour voir s'il y a... Pour que ton nom circule. Pour que le nom circule, et pour voir est-ce qu'il y a quelque chose à creuser. Est-ce que j'ai un talent pour ça ? T'avais besoin qu'on te le confirme, limite. Je crois que c'est pas que j'en avais besoin, c'est que j'en ai encore besoin maintenant qu'on me dise que je suis bon. Et en fait, j'adorerais qu'on me dise fais du stand-up, t'es bon là-dedans, vas-y. Et qu'on me dise ça va bien se passer. Si tu le fais, ça va bien se passer. Et si je sais pas, un Régis du futur vient et me dit si tu fais du stand-up, ça va bien aller. Ouais. Fais-le. Je le fais. Ouais, mais t'auras jamais. Mais j'aurais jamais ça. Jamais ça. Du coup, ici, je suis terrorisé de le faire, mais ici c'est la peur de regretter si je le fais pas, mais en soi je me sens pas beaucoup capable de le faire. Moi, quelqu'un qui va à l'école nationale de l'humour, qui fait les auditions, j'en ai discuté avec certains, et qui arrive en disant si je le fais, on verra ce qui se passe. Moi je suis pas comme ça, je suis terrorisé. En fait, t'aimes pas aller dans l'inconnu, ça je peux le comprendre, mais des fois il faut y aller. Je pourrais te dire, Régis, t'es bon, continue, arrête de faire ton métier. Mais c'est toi qui dois l'accepter. Mais sincèrement, je pense que tu peux bosser ici, travailler ici, te donner à fond ici. Aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas peut-être du recul sur ce que tu fais, mais aujourd'hui, tu as des choses, tu as des acquis. Tu as le niveau pour y arriver. Moi, je me souviens, quand je t'avais fait jouer au I Louvre, je t'avais dit, Régis, je veux un nouveau truc. Tu avais pris quelque chose de nouveau. Je t'avais pas trouvé du tout stressé. Et j'ai eu l'impression, et de mon souvenir, tu as eu un vrai lâcher-prise. Oui, mais maintenant, ce que je te dis là, c'est 2011, quand j'ai fini secondaire, avant que je travaille, avant que je fasse les festivals. Donc à ce moment-là, je l'aurais pas fait. Après, quand j'étais en supérieur et que là, j'étais en... Et à partir du moment où j'ai fait 3 années d'études pour faire prof anglais et néerlandais, parce que j'ai toujours voulu être prof depuis que je suis petit. On n'est pas parfait, hein, mais... mais je voulais être prof depuis que j'étais petit. Le stand-up, c'est arrivé après, et je me sentais pas capable, donc je l'envisageais pas, en fait, vraiment. Et donc, quand j'ai fait mes 3 années de supérieur, au fur et à mesure des années, on a de plus en plus de stages, plus en plus de travail, plus en plus de stress pour moi. Et donc, au fur et à mesure, je faisais moins de scènes, je faisais moins de festivals. Les festivals, je les faisais, mais je les gagnais pas non plus. Donc moi, je me disais que j'étais pas bon. C'est parce que je pense que tu n'étais pas à 100% à ce que tu disais à ce moment-là. Non, c'est clair, mais à Remicourt, j'ai eu 2 fois le prix des artistes. C'est bien. Qui est le prix de la pitié. J'ai jamais compris ce prix, mais t'as eu 2 prix en plus que moi, parce que moi, j'ai jamais eu de prix à Remicourt. Ouais. Je l'ai fait 2 fois, j'ai jamais eu de prix. T'imagines déjà que c'est très bien ce que tu vois. Mais le prix des artistes, c'était les 4 qui vont en finale, ils disent... Qui est-ce qui aurait dû être en finale avec vous parce que vous trouvez qu'il avait le talent pour ? Et moi je l'ai eu 2 fois ça. Mais peut-être que ça, ils te l'ont peut-être... Parce qu'une personne qui te le donne, tu peux dire que c'est de la gentillesse,
Mais 4 qui se disent, ok, lui, il le méritait, c'est quand même que t'as fait quand même écho dans l'allée de... Ouais, mais je pense qu'il y a aussi un facteur qui jouait, c'était que je m'entendais bien avec les 4 qui étaient en finale, parce que je suis quelqu'un de gentil, et que quand j'aime bien quelqu'un, je vais lui dire. Moi, j'ai toujours cru que t'étais un gros connard, mais après... Mais ça, moi, c'est ce que je me suis à dire. Ça, c'est hors antenne. Ça, c'est ouais, quand le podcast est éteint... Tu gifles des gens. Le podcast est éteint, tu te barres, d'ailleurs. Mais, et tu me grattes dessus. Mais voilà, donc oui, pour moi, j'étais pas, j'ai jamais fait ça suffisamment sérieusement que pour voir est-ce que je pourrais aller quelque part avec ça. Et ici, à partir du moment où j'ai été diplômé, j'ai voulu travailler en secondaire pour avoir mes soirs de libre, pour pouvoir faire plus de scènes. Mais j'avais pris des heures en cours du soir avec des adultes. Et mes heures en cours du soir se passent bien parce que j'adore le public et parce que ça se passe bien, parce que les gens sont là parce qu'ils ont choisi d'être là. Mais en secondaire, j'ai détesté. J'ai tenu 2 ans. Et là, tu m'offres 1 milliard pour faire 2 heures de cours, je dis non. Ouais, parce qu'eux, ils sont pas là. Et c'est juste pas leur volonté, ils sont pas là par leur... J'ai fait des sketchs là-dessus sur mes années en secondaire. Mais moi, je suis arrivé à un moment donné, la 2e année, où il y avait un jour, le jeudi, j'avais 1 heure de cours. 50 minutes. C'est 50 minutes une période de cours. Et je ne dormais pas de la nuit. Impossible d'aller. Les tremblements, le stress, j'avais envie de pleurer. Je pleurais après, je pleurais avant. Sérieux ? J'essayais de pas pleurer pendant. L'angoisse, les élèves, le stress. Je savais pas... En fait, le truc le plus dur que j'avais avec le secondaire, c'était ce sentiment d'inutilité. C'est que cette année scolaire-là, en secondaire-là, si je ne suis pas là, aucune différence. Les élèves n'ont rien appris. Non, je ne leur ai rien apporté, ils ne m'ont rien apporté, il n'y a pas eu d'échange, ils m'ont juste apporté du stress, j'ai eu un ulcère à l'intestin. Dingue ça, l'inutilité complète de ce truc. Ça n'a fait aucune différence. En gros, il y avait quelqu'un qui était dans la classe pour les occuper. T'arrivais pas à mettre de l'ordre dans... J'arrivais pas à mettre de l'ordre, mais j'ai pas d'autorité, pas beaucoup, pas suffisamment. En tout cas pour le secondaire. Pourtant, allez, t'es quand même grand, ça n'a rien à voir avec ta taille, c'est ta Non, mais je veux dire, t'as une présence, quoi. T'as une présence. Mais on voit que je suis un gentil. Je mets une punition, on voit que derrière, j'ai pas envie de la mettre. Ça se voit, on voit que je sais pas m'énerver, je sais pas m'engueuler. J'aurais kiffé avoir un prof comme toi. Ah, mais non, parce que tu te fais marcher dessus. Moi, je sais pas engueuler, je sais pas crier. T'avais l'impression de devoir prendre un rôle à chaque fois, quoi. Bah, j'avais l'impression d'être un gendarme et de pas enseigner. Et moi... Les manques de respect, ça m'attaque, ça m'atteint. Et quand je le faisais remarquer, les élèves s'en foutaient. C'est différent. En fait. Moi, j'ai une mauvaise expérience avec le secondaire, ce qui fait que je n'ai pas continué à donner cours en secondaire. Poursuivi dans les cours du soir. Pendant 5 ans, j'avais cours tous les soirs. Et donc, du lundi au vendredi, j'ai cours le soir, donc je ne sais pas faire de scène. Donc, les seules scènes que je faisais, c'était le samedi. Et c'est très rare. Parce que c'est très rare qu'il y ait des scènes le samedi, il n'y en a pas beaucoup. Ici, alors c'est des gros plateaux, mais il faut faire des petits plateaux pour au moins que ton nom circule, que ton niveau augmente et que... C'est ça. Et du coup, cette année scolaire-ci, j'ai libéré mon jeudi soir pour pouvoir faire au moins une scène de plus, pour avoir au moins le jeudi et le samedi, pour pouvoir faire plus de scènes. Mais ici, il y a eu le confinement quelques temps après, parce que j'ai fait ça en septembre. Je crois que j'ai fait 3 scènes en septembre, 3 scènes en octobre, 3 scènes en novembre. Et après, c'était fini. Donc voilà, et là j'ai commencé le podcast. C'est pour ça que tu as commencé le podcast ? Le podcast au tout départ, ce que je faisais et que je ne fais plus, j'avais fait, le premier podcast que j'ai fait, c'était en soi comme une chronique humoristique, un peu un billet d'humeur. C'est pour ça que ça s'appelle humeur humoristique au départ. Ouais, je me souviens, ils étaient seuls au début. Ouais, je faisais un billet d'humeur, donc je faisais comme une chronique pour les chroniqueurs radio, sur un sujet que j'essayais de faire en stand-up un peu, mais ça rendait pas bien. T'avais besoin d'un ping-pong, t'avais besoin d'un retour, quoi. Il me faut une réaction. Ouais. Quand je fais une blague, si j'ai pas la réaction, T'arrives pas à juger si elle est drôle. J'arrive pas à juger si elle est drôle, j'arrive pas à la vivre, j'arrive pas à la. Ouais, j'arrive pas. Ça marchait pas, du coup, les gens qui me disaient, on voit que c'est répété, que c'était pas naturel. Ça ne marchait pas. Les gens qui écoutaient ça ne trouvaient pas ça bon. Moi, je trouvais pas ça bon, honnêtement. Je le publiais parce que j'avais envie d'avoir cette réaction pour avoir un retour. Ouais. Mais en même temps, j'étais paniqué. Genre, je faisais un enregistrement, c'était des chroniques qui devaient durer 3 minutes. Ça me prenait 3 heures parce que je les refaisais 4000 fois.
d'affilée. Toujours ce problème de tu veux que ça soit parfait en fait. Ouais, bah, pas spécialement parfait, mais juste bon, quoi. Ouais. Et quand je le publiais, que j'avais pas beaucoup de réactions, parce qu'au début, quand tu commences un podcast, il y a personne qui sait que t'as un podcast, c'est juste les gens que tu connais proches qui vont l'écouter. Et eux ne réagissaient pas, alors que c'est d'habitude le public qui réagit le plus, parce que c'est ceux qui veulent t'encourager. Et donc je voyais que ça marchait pas. En fait, le but c'était de me pousser à écrire, parce que comme je fais pas beaucoup de scènes, je me suis dit, je vais écrire, je vais faire ça, comme ça je vais avoir un retour du public, pour voir si c'est bon, pour voir si ça amène à quelque chose. Mais au final, ça m'a plus bloqué que débloqué, parce que j'écrivais, mais j'osais pas le faire, parce que je trouvais pas ça assez bon, et j'avais pas de réaction, donc je me trouvais... T'avais besoin du retour, en fait. Ouais, en fait, je me trouvais plus nul en faisant ça, j'avais l'impression que mon niveau baissait en le faisant, plutôt qu'il augmentait. Donc au final, ce que j'ai fait, c'est que rapidement, en fait, en novembre, je vais voir Virginie Fortin au Kings of Comedy Club, qui joue son spectacle, qui est incroyable. Allez voir son spectacle. C'est Fanny Ruet qui faisait sa première, non? Ouais, Fanny Ruet faisait la première partie. Donc tu as fait aussi un podcast que j'invite les auditeurs à aller écouter. Son spectacle est incroyable, et après le spectacle, on discute avec Fanny Ruet, qui me parle de podcasts, d'humour, parce que je lui dis, moi je suis un passionné d'humour, j'adore ça, mais elle me dit, t'écoutes les podcasts un tel. Ah, je connais pas. Je vais prendre note de ça. Et en fait, moi, j'écoutais jamais des podcasts. Je connaissais Sous-Écoute, mais je regardais les vidéos. On m'avait conseillé Sous-Écoute, Le Carré de Sable, Un Café au Losset, le podcast de Thomas Levac. Après, je suis tombé sur Sans Filtre. Je suis tombé sur d'autres que là me reviennent pas tout de suite. Mais il y a Laisse-moi finir maintenant avec Adrien Arnoux. Ouais. Mais j'en écoute plein maintenant. Les gens qui doutent avec Fanny. Ouais, les gens qui doutent, bien sûr, avec Fanny Ruet. Mais je crois qu'elle n'avait pas recommandé son propre podcast. C'est quelqu'un d'autre qui l'avait dit. Parce qu'elle était humble là-dessus, j'aimais bien. Et du coup, j'ai écouté tous les podcasts. Et quand j'allais travailler, j'avais 1 heure de route pour aller, j'écoutais un podcast. Sur le retour, j'en écoutais un autre. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de podcasts que j'écoute et ils disent quelque chose et moi, j'ai envie de leur poser des questions. Si, quand ils disent ça, moi j'ai envie de savoir ça, et la personne ne le pose pas cette question-là. Pas parce que c'est pas la bonne question, c'est juste qu'il a choisi un autre angle. Et moi je me dis, mais j'ai envie de savoir ça. Puis pourquoi je le fais pas? Et après je t'ai demandé à toi pour faire le podcast. J'ai demandé à Bilou parce que c'était un ami aussi. Donc je me suis dit. T'as d'abord pris les gens que tu connaissais. Pour être à l'aise, pour oser le faire. Ouais, ce qui était une bonne idée, je pense. Et après, je me suis dit, j'en parle avec Fanny Ruet en mode, je lui dis juste, est-ce que toi, tu aimerais être de l'autre côté, être la personne qui est interviewée? Et elle me dit, ah ouais, tu veux qu'on fasse ça quand? Et moi j'étais là, non, c'était pas dans le but que tu sois dans. Ah mais en fait, bah si. Oui, je pourrais le faire. Ouais. Mais c'était dans le sens, je m'interrogeais, je lui posais la question en mode, est-ce que ça te plairait pas d'être de l'autre côté du micro en fait? Et après, je me suis dit, elle veut bien faire mon podcast. Mais alors, si elle dit oui, peut-être qu'un tel dira oui. Peut-être qu'un tel dira oui. Après, j'ai envoyé des mails à tous les humoristes que j'aime bien, tout ce qu'ils font. Ceux que je voulais en priorité. T'as toujours pris des gens dans tes podcasts, t'as toujours pris des gens que t'apprécies en fait. Si quelqu'un me fait pas rire, je le prends pas. C'est pas que j'ai pas envie de parler. Il t'intéresse pas. Au niveau du podcast, il m'intéresse pas. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui est chouette. On aime bien la même chose, donc je suis sûr que c'est intéressant, mais la passion serait pas là. Avant tout, il faut que tu sois fan et que tu dois apprécier la personne pour dire ok, là j'ai envie de m'intéresser à lui. J'ai envie que c'est ça qui ressorte et ça c'est des trucs qu'on m'a dit en retour des podcasts, c'est on voit que t'es tellement fan, on voit que t'es tellement content. Ça, et moi j'aime bien ça, je veux qu'on ressente cet enthousiasme, c'est vraiment dans tous on entend que tu t'intéresses et on entend que tu es fan des gens que tu as devant toi. Moi ça me rend fou un petit peu de me dire qu'un PE en Belgique, la majorité de la Belgique ne le connaît pas. Désolé PE, pour le moment la majorité connaît pas encore ce qu'il fait, et c'est pas normal. On a il a fait une vidéo avec énormément de vues là. Oui, maintenant ici de plus en plus il commence à se faire connaître, mais ça fait longtemps qu'il est dans le game. Si tu prends la majorité de la Belgique, la majorité ne le connaît pas, et c'est dommage. On a un talent brut comme ça, super bon. Fanny Ruet, elle commence à se faire connaître, mais elle se fait connaître en France et du coup elle va se faire plus connaître en Belgique. Ouais, souvent c'est comme ça que ça se passe malheureusement. Mais pas là en France pour que les Belges... Ah, il est drôle. J'ai l'impression qu'il faut être en France pour être validé, qu'on a un cachet made in France et on revient ici en fait. Ouais, en Belgique c'est un peu ça, mais moi, même ceux en France qui sont super connus, par exemple moi un Kian Kojandi,
il y a encore des gens qui ne savent pas c'est qui, et je trouve pas ça normal. Pour moi, c'est quelqu'un que le monde entier devrait connaître. T'as raison, c'est quelqu'un qui est... déjà, il a un humour bienveillant. C'est un humour qui est très fin dans ce qu'il fait. Et quand tu vois son spectacle qui est gratuit sur YouTube, Pulsion, c'est vrai qu'il a un talent fou et il amène beaucoup. Et d'un autre côté, je trouve ça bien que nous, en tant que connaisseurs, c'est comme si on avait quelque chose en plus que les autres n'ont pas. C'est comme si tu avais un jouet que les autres... Ah ouais, moi j'ai envie de pouvoir parler de mon jouet et T'as envie d'en parler. J'ai envie d'en parler avec tout le monde, j'ai envie... Tu peux en parler autour de toi, dire regarde-le, on en discute après. Ah oui, oui. Ce que j'ai fait avec des collègues à moi, et on en a parlé après, tu vois. Mais c'est ça, mais du coup, c'est un truc qu'on m'a dit par rapport à mon podcast, c'est on m'a dit hey, tu m'as fait découvrir un tel. J'ai été écouté, j'ai adoré. Mais moi, c'est le meilleur compliment qu'on peut me faire. Si vous écoutez le podcast, si vous écoutez ça, vous écoutez un épisode et vous découvrez quelqu'un, un humoriste, vous découvrez un sketch, dites-le moi, ça va me faire tellement plaisir parce que j'ai envie que ces gens-là, on les connaisse. Pour moi, il y a des gens qui ont un talent fou et qui devraient pas s'inquiéter de l'avenir. Continue, fais ça. Je sais pas, je me dis qu'il y a des gens qui sont ultra connus par tout le monde pour pas grand-chose. Et il y a des gens qui ont un talent fou que personne ne connaît. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc moi, j'avais envie de mettre ça en avant dans le podcast, mais une autre raison principale, c'est que j'avais juste envie de discuter avec ces gens-là. J'avais envie de savoir quand un humoriste dit, je vais prendre un exemple, un humoriste dit « Ah, j'ai fait l'école nationale de l'humour », on va lui dire « Comment t'as trouvé l'école nationale de l'humour ?» Mais moi, j'ai envie de savoir... Comment il est arrivé là. Comment t'as eu envie de l'école nationale de l'humour. Comment tes parents ont réagi à ça. J'ai envie de tout savoir, en fait. C'est pour ça que mon podcast, les épisodes sont souvent longs. Parce que moi, j'aime pas les podcasts où les gens parlent 30 minutes et disent « Ah, on aurait bien parlé pendant encore des heures, mais on va vous laisser parce que 30 minutes, c'est le format qui va se faire, que tu vas être plus écouté. » Clairement, au niveau, si vous voulez beaucoup d'écoute, beaucoup de partage, 30 minutes, c'est beaucoup mieux que... Un podcast, c'est 30 minutes, c'est mieux. Même 20 minutes, c'est mieux. Les formats plus courts, ça marchera mieux qu'un format de 2 heures. Si je veux faire dans l'efficacité, mes épisodes de 2 heures ne sont pas efficaces. Ouais. Je sais que c'est pas le truc le plus efficace, mais quand je fais un épisode de 2 heures, je suis frustré de tout ce dont j'ai pas pu aborder. Alors si je fais un épisode d'une demi-heure, c'est plus de la frustration, j'ai juste vu le haut de l'iceberg, quoi. Et tout le reste, on n'en parle pas. C'est dommage. Moi, donc c'est pour ça que je fais des épisodes longs, mais je sais qu'il faut que je me contrôle quand même pour que les épisodes soient pas trop longs. Bon. Parce qu'une fois que je suis lancé... Je pense qu'il faut avant tout le faire avec l'envie et le cœur. Et si ton podcast dure 1 heure, 2 heures, mais qu'il soit intéressant comme celui qu'on fait maintenant, c'est le podcast des compliments, Régis. Mais tu vois, un podcast aussi intéressant, moi ça me dérange pas. Je trouve ça toujours très intéressant d'écouter quelqu'un parler pendant 2 heures. Déjà, ce qui est bien, c'est que tu peux apprendre des choses sur lui, mais aussi des choses sur les choses qui t'entourent. Et des fois, simplement, sa façon de penser te donne un angle. Des fois, il y a quelqu'un qui va te dire une chose et tu vas « Ah putain, j'y avais pas pensé comme ça ». Ah oui, mais moi, j'adore. Hein. Les podcasts que je préfère, c'est souvent des podcasts assez longs. Mais en termes d'efficacité, pour que le podcast se fasse connaître, il y a beaucoup de gens qui vont au départ voir 2 heures et qui vont se dire « Ah, c'est trop long, j'ai pas le temps, je vais pas l'écouter ». C'est vrai. Même s'ils peuvent écouter en soi 10 minutes un jour, 10 minutes un autre, un trajet, ils vont écouter. Mais après, le podcast n'est pas encore assez répandu en Belgique pour le moment, ça commence, il y a de plus en plus de gens qui savent. Mais quand je dis que je fais un podcast, 3 fois sur 4, je dois expliquer c'est quoi un podcast. Ouais. Donc déjà, pour le transmettre, c'est pas génial. Après, c'est que du son. Parce que moi, j'ai choisi que ça soit que du son, c'est volontaire, parce que je trouve que quand c'est une vidéo, tu veux bien paraître, tu veux bien parler, tu regardes. Il y a tout ce côté visuel qu'il n'y a pas. Tu te concentres juste sur ce que les gens ont à dire. Et moi, ça, j'adore ça. Ouais, moi aussi. Parce que, du coup, on s'en fout. T'enlèves le superflu. Voilà, moi j'ai fait des épisodes où il y a des gens qui étaient en pyjama, pas coiffés, pas maquillés, qui me parlaient juste à moi. Et donc, il y a ce côté, j'espère, qui transmet. J'étais fatigué le jour-là, j'arrête. T'aurais quand même pu mettre un caleçon. Mais ouais, merde, quoi. Tu sais bien que j'aime bien faire des podcasts nus. Bon, je vais remettre un slip maintenant, mais... Mais du coup, j'aime bien, ça crée un peu une intimité, j'essaie. Un truc relax, on peut discuter tous les sujets. Si tu dis un truc qui te plaît pas, je vais le retirer, c'est pas grave. Le but, c'est qu'on se sente cool. Alors que si c'est une vidéo, j'ai l'impression d'être en prestation un petit peu plus. Donc pour le moment, je fais que de l'audio, mais je sais que les gens qui n'aiment pas faire que de l'audio vont lâcher.
Les gens qui veulent pas quelque chose qui est trop long vont lâcher. Donc j'essaie d'avoir des épisodes qui me frustrent pas, dans le sens qui durent pas 30 minutes, mais de pas faire des épisodes de 4 heures non plus. Parce que des fois aussi c'est long pour l'invité, ils ont pas le temps. Ici j'ai eu de la chance avec le Covid, tu vois, c'est pour ça que je dis que j'étais dans les gens qui ont apprécié ce confinement et cette situation. C'est que tu prends le temps avec les humoristes que tu as envie. Il y a des humoristes que j'aurais pas su discuter aussi longtemps avec eux, ou pas aussi facilement, ou ça aurait été plus entre deux trucs. Là, il y a des gens qui me disent aujourd'hui j'ai rien. On va discuter de ça, on a le temps. Il y a des humoristes qui ont été super gentils de me dire... Moi, je suis étonné agréablement de voir qu'un Adib Al-Khalidé que je pensais ne jamais recevoir, je lui ai envoyé un message en me disant il me répondra jamais, mais tentons-le, c'est la personne qui fait plus rire au Québec. Jamais j'aurai une réponse. Et 30 secondes après, il m'a fait ouais, quand tu veux. C'est dingue. Et après... Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il est fort apprécié, parce qu'il est accessible. Oui, mais après, les gens ne me connaissent pas, donc il y a des gens qui ont refusé de faire le podcast. Mais normal, personne ne me connaît en soi. Et en plus, ça leur rapporte pas grand-chose au départ. Ici, le podcast est de plus en plus écouté, et heureusement, merci à tous ceux qui écoutent. Mais au tout départ, quand j'ai lancé le podcast, j'avais 2 épisodes avec des amis qui sont pas encore connus, même s'ils ont beaucoup de talent, N'attendra pas et Benoît Delaby. Je connais pas. Quand je transmets ça au début, les gens se disent mais je connais pas, pourquoi je ferais son podcast plutôt qu'un autre. Donc c'est normal, et je comprends. Il y en a qui ont donné une chance au podcast. Non, ils ont pas donné une chance au podcast, ils ont donné une chance à Régis. Au podcast de Régis. C'est vrai, non, et c'est une chance à Régis, et Régis a travaillé pour arriver à ça. On va dire ça. Tu vois, t'aimes pas les compliments, mais c'est vrai. T'as travaillé pour, et t'as bossé, t'as fait quelque chose de très bien. Mais il y en a qui ont donné la chance sans écouter le podcast, sans savoir. Et je crois qu'il y en a très très peu. Il y en a peut-être 1 ou 2 max qui m'a demandé est-ce qu'il est fort écouté. Personne m'a demandé ça. Non. Il n'y a aucun humoriste, peu importe sa renommée, peu importe son truc, qui m'a dit est-ce que c'est intéressant pour moi de faire le podcast. Non, non. Ils m'ont juste dit on va parler d'humour, ça va être chouette. Et ça, j'ai trouvé ça génial et je suis ultra reconnaissant à tous ceux qui ont fait le podcast. J'ai parlé avec des gens que j'admire, par exemple Stéphane Fallu, c'est le premier humoriste québécois que j'ai écouté, et j'en ai parlé à tous les Québécois que j'ai rencontrés dans ma vie après, et là je l'ai eu dans mon podcast, j'ai discuté avec lui pendant 2 heures, j'ai discuté avec Virginie Fortin, que j'adore son spectacle, j'ai discuté avec Adib Al-Khalidé, j'ai discuté avec Simon Gouache, avec Maud Landry, avec Fanny Ruet, c'est tous les humoristes qui sont dans le podcast. Phil Roy aussi. Phil Roy, mais tous les humoristes qui sont dans le podcast, je les adore tous. Il n'y en a pas un que j'ai pris parce que j'avais envie que le podcast soit écouté. Non, non, non. J'ai pris parce qu'ils me font rire. Ils auraient été suivis par 4 personnes. J'aurais pris pareil. Si je trouve qu'il a un talent et quelque chose à voir. T'as raison, tous ces gens-là sont des gens à connaître. Ouais, mais c'est ça que je voulais faire avec le podcast. C'est vraiment faire découvrir des gens, parler de ma passion, discuter avec des gens que j'admire. Je trouve ça génial. Je trouve ça très enrichissant. Moi, ça me fait sortir les doigts du cul un petit peu. Désolé pour l'expression magnifiquement visuelle. On a à quoi on a le droit de le dire ici. Il y avait ça, discuter avec eux, pouvoir poser les questions que moi j'avais envie de poser. C'est que du bonheur le podcast. Ici, ma copine m'a acheté ce beau micro que j'ai aujourd'hui, donc je vais encore faire plein de podcasts. J'en ai plein qui sont prévus ici. J'ai des humoristes qui m'ont répondu, ça va se faire, c'est vraiment cool. Et tu peux nous lâcher une petite info J'en ai déjà lâché, ici j'ai donné les noms des prochains. Catherine Levac, Sam Breton, Paul Taylor, donc je suis ultra heureux. Les autres, je dis pas parce que tant que c'est pas enregistré... Ça va, on en a eu 3, allez, on les prend. Mais tant que c'est pas enregistré, je vais pas le dire parce que si après ça se fait pas, ou s'il y a un problème technique ou quelque chose comme ça, les gens vont dire ouais, il arrive quand l'épisode avec Mais il y a plein de gens que je veux recevoir, il y a encore une bonne liste. Après, il faudra que je réfléchisse à ce que je vais faire avec le podcast. Est-ce que je vais réinviter ceux que j'ai déjà eu, mais parler d'autres choses, parler plus d'un sujet? Je sais pas encore. Pour le moment, le format revenir sur le parcours des gens, j'aime encore bien ça. J'ai encore plein de gens que je veux faire découvrir. Maintenant, il faudra voir si j'arrive à avoir les invités. Mais ici, j'ai des épisodes jusqu'à fin avril. Donc, je suis cool. Là, là, ça me fait plaisir. T'es content. J'espère que le podcast va être plus écouté parce que je trouve que c'est du boulot. Sinon, je pourrais juste discuter avec les gens et pour mon plaisir. Là, j'ai quand même envie que les gens l'écoutent. J'ai envie que ça. Je sais ça. C'est aussi un petit prétexte. Un podcast, c'est aussi un prétexte pour parler. C'est un peu le fan qui utilise ça pour un peu parler aux gens qui l'admirent en fait. Ah oui, c'est ça. Et pour avoir des trucs, des conseils, des astuces. Et puis ça me donne
ça me montre que c'est possible. Bien sûr. Je parle avec des gens qui au départ n'avaient rien de prédisposé pour leur dire ils vont réussir. C'est des gens qui ont eu le courage d'essayer et qui l'ont fait et qui ont réussi. Enfin, moi j'ai envie de m'inspirer de ça et moi ça m'encourage à le faire et ça me fait aussi des contacts, ce qui est assez chouette parce que tous les humoristes avec qui j'ai parlé au Québec m'ont tous dit si tu viens, dis-moi, on te bookera une scène, on fera ça, et je leur ai toujours dit mais vous savez que ça tombe, je fais des blagues sexistes, homophobes, racistes, pas drôles, et ils disent ouais bah c'est pas grave, tu tenteras ta chance, de toute façon ça marchera pas, si tu fais ça au Québec ça marchera pas, donc tu te planteras mais on... Et t'imagines tu vas au Québec ça marche, t'exploses, on te voit sur des grandes affiches dans le métro, sur le bus. J'ai envie de pouvoir faire du stand-up et de faire rire des gens. Pour le moment, c'est juste ça. Si un jour ça cartonne, je vais pas dire que je veux pas ça, mais mon rêve n'est pas d'être sur une affiche sur un bus, par exemple. Mon rêve, c'est plus de jouer au bordel, par exemple. Jouer au Bordel Comedy Club une fois. Les comedy clubs. Pas spécialement, il y a des trucs que j'ai envie de faire dans ma vie. J'ai envie d'avoir joué au Bordel Comedy Club. J'ai envie d'avoir fait un festival juste pour rire. J'ai envie d'avoir ma photo au Kings of Comedy Club. C'est des projets, des trucs qui me font rêver. Pour moi, ça sera ça la réussite. Plus que ma tête sur un camion ou une salle de 1000 personnes qui vient me voir. Je crois que je serais plus heureux avec un Kings of Comedy Club rempli qui vient me voir qu'un grand stade. Je dis ça maintenant parce que pour moi maintenant, remplir un Kings of Comedy Club ou une scène du What the Fun de 100 places, de 50 places, c'est déjà génial s'il venait pour moi. Donc pour le moment, ça me suffirait déjà énormément. Arriver à vivre de l'humour, je trouverais ça génial. Il y a beaucoup d'humoristes qui vivent de ça sans remplir des zéniths et sans remplir des Olympias. Et en Belgique, il y a des gens comme... par exemple, PE, je sais que PE vit de ça. Ah oui, mais moi je trouve... c'est un peu compliqué, mais je sais qu'il vit de ça. Fanny vit de ça. Pour le moment, je ne mets pas suffisamment de choses en place pour. Et j'ai l'impression que ici, pour le moment, j'économise pour pouvoir aller à l'École nationale de l'humour, ou en tout cas pour pouvoir aller au Québec à un moment donné et pour pouvoir faire une pause carrière. Mais est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais oser? Pour le moment, c'est un rêve qui se transforme en projet, qui peut-être va être une... Et si aujourd'hui je te dis, je te donne 80 000 euros, 80 000 $. Demain, j'envoie un mail, tu serais capable de tout lâcher ici pour aller là-bas? Pour faire l'école, oui. Après, faire toute ma vie là-bas, je ne sais pas. Ça, c'est... C'est-à-dire, il y a les seuls. Oui. Les seuls. Mais ça, on a déjà discuté avec ma copine, qui est la personne qui m'encourage le plus au monde à le faire. Je pense qu'elle veut juste un peu de tranquillité. Mais elle est super derrière moi avec ça et ça sera vraiment pas un problème, je pense pas. Ça m'inquiète parce que moi, j'ai pas envie d'être sans elle pendant 2 ans parce que je suis... in love le plus qu'on peut l'être, mais c'est pas un frein du tout. Au contraire, c'est la personne, si moi je freine, elle me dit mais pourquoi tu freines? Vas-y, fais-le. Moi je suis dans l'inquiétude, elle est dans l'encouragement. Mais ça c'est génial, il faut s'entourer de gens comme ça, je vous conseille. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous freine, c'est pas normal. Pourquoi il vous freine? C'est parce qu'elle t'aime, elle croit en toi. Est-ce que je vais le faire ou pas? Pour le moment, il y a beaucoup de financiers qui entrent en jeu, mais c'est un peu une excuse quand même aussi, parce que je pense qu'il y a toujours moyen de trouver. Je pourrais accumuler des boulots ou quitter le mien et faire autre chose. Pour le moment, il y a beaucoup de peur. Tu dois vivre avec. C'est pour ça aussi que quand je parle avec des humoristes québécois, je précise le fait que je veux le faire. Parce que pour moi, quand tu dis que tu as un projet, tu as plus de chances de le faire si tu l'as déjà dit. J'ai limite envie que les gens me disent « Et alors, l'École nationale d'humour, c'est pour quand ?» que ça passe de rêve à projet et après que le projet devienne une réalité et que j'y aille. Même si j'y vais et que ça ne marche pas, si je fais l'audition et que je suis pas pris, j'irai quand même jouer au Québec. Si je vois que c'est un plantage complet, que ça marche pas du tout, mais au moins je me dirais j'ai essayé. Là, la peur que j'ai maintenant, c'est de me dire et si j'avais essayé. J'ai pas envie j'ai peur d'avoir 60 ans et de me dire j'aurais pu être humoriste mais je suis comme ça aussi. Ouais. J'ai été juste prof
ce qui est très bien. Je trouve que le métier est très chouette. C'est ce que j'ai voulu faire toute ma vie, donc au final, je regrette pas d'avoir fait prof. C'est parce que j'ai fait prof que j'ai fait les études, que j'ai rencontré ma copine. Donc rien que pour ça, je suis content de ne pas avoir fait l'École nationale de l'humour. À choisir, je refais pareil, je change rien du tout. Mais est-ce que si je ne fais pas l'école, je vais le regretter un jour? Peut-être. Pour au moins te donner la possibilité d'y aller. Ouais, mais après, il n'y a pas que l'école, il y a le fait d'aller, le fait d'essayer même ici. Ici, je ne mets pas assez de choses en place pour réussir en humour. Je travaille 4 soirs sur la semaine, donc je peux jouer que 2 soirs, peut-être 3 s'il y a un dimanche qui se libère quelque part. Mais c'est très limité, faut dire ce qu'il y a. J'ai pas mis ce qu'il faut pour réussir. Est-ce que je vais le faire à l'avenir? En tout cas, l'envie y est, mais la peur y est aussi pour le moment. Donc, on va voir. Mais ici, je mets de plus en plus de choses en place dans ce sens-là. Et à un moment, il faut faire des choix personnels et se dire, ok, maintenant j'y vais. Et il y aura des conséquences, il y aura des bonnes et des mauvaises conséquences, mais il faut que j'y aille. Mais surtout que maintenant, au début que j'ai commencé à faire du stand-up, il y avait... Si tu voulais faire de l'humour, tu avais les festivals. Et c'est tout. En soi, il y avait quelques scènes. Tu pouvais jouer les open mic au Kings. Si tu n'étais pas dans la programmation du Kings, tu jouais pas. Et tu pouvais faire donc les open mic que je faisais. Tu pouvais faire les festivals que je faisais. Tu pouvais faire quelques scènes qui commençaient. Mais au départ, le What the Fun n'existait pas. Puis après, j'étais avec les études, donc j'étais moins occupé. J'ai même fait un Erasmus. Donc là, pendant 5 mois, je suis revenu une fois en Belgique pour faire une scène d'ailleurs. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de scènes. Mais après, il y a eu le What the Fun qui s'est développé. Pendant que moi, je faisais moins de scènes. Donc quand il y avait plus de possibilités, j'avais moins de possibilités d'en faire. Donc, mais il y a quand même un moment, en 2016, je crois, que j'ai écrit un spectacle complet. J'ai joué une fois, j'ai réservé la ruche théâtre. J'avais écrit au fur et à mesure de toutes les scènes que j'avais faites et tout ce que j'avais écrit. La première scène avec François, que j'avais déjà genre 40 minutes, qui au final de ces 40 minutes-là, il y avait peut-être 5 minutes correctes que j'ai gardées. Mais après, toutes les scènes, j'ai ajouté. Et au final, j'ai fait 1h15 d'un spectacle. Mais donc j'ai joué un spectacle, j'ai eu ce bonheur-là, c'est ma meilleure scène à vie, c'est clair, c'est celle-là. C'est quoi ta pire scène Attends, je vais te raconter la meilleure, puis je te raconte la pire. La meilleure scène, donc c'est celle-là, c'est quand j'ai joué mon spectacle complet, parce que là j'ai réservé un théâtre, j'avais avancé l'argent qui a été remboursé par les places que j'avais vendues. T'avais tout rempli, hein? Ça s'était rempli à 3/4. C'était quasiment que des gens que je connaissais. Il y avait quelques personnes que je ne connaissais pas dans le public, ce qui m'a fait super plaisir. Parce que les gens avaient transmis et des gens avaient dit allez voir, je l'ai vu à tel festival, j'ai trouvé ça drôle. J'ai vu cette vidéo-là, j'ai trouvé ça drôle. J'étais tellement stressé pour le spectacle. Et le spectacle était au soir, genre à 19 ou 20 heures. Moi j'étais à 10 heures, à 10 heures là sur place. J'ai joué mon spectacle 3 fois sur la journée avec Mike qui était à la régie. J'ai joué mon spectacle genre 3 fois complet avant et je voulais absolument que tout soit nickel, tout soit parfait. J'étais super stressé, je t'avais demandé à toi et à Fabio de faire la première partie. Les 2 premières parties se sont bien passées, le public était chaud, je suis monté sur scène. Le départ j'étais stressé, mais tout s'est super bien passé. Et là c'est vraiment ma meilleure scène parce que il y a un moment j'avais plus de stress, j'étais pas dans ma tête, j'étais vraiment dans le moment présent, je vivais le truc. Et là pour le coup je crois que c'est le moment où j'ai pris le plus de plaisir, avec 1 ou 2 autres scènes que j'ai déjà eues où j'avais beaucoup de plaisir. Mais là c'était 1 heure, il y avait un public qui m'écoutait pendant 1 heure et qui... T'as brisé la glace au début, les 10 premières minutes et après... Ouais. Moi je trouvais ça génial, mais c'était un peu un rêve. Là c'était un de mes rêves qui s'est réalisé. Je te dis, jouer au bordel ou les trucs ainsi, c'était des rêves. Un des rêves sur la liste, c'était de faire un sketch un jour. Ça je l'ai fait. Un des sketchs c'était de faire un truc plus long, je l'ai fait. Un des rêves c'était de faire un festival. Et là le rêve c'était de jouer un spectacle complet, je l'ai fait. Mais si on est honnête avec ce spectacle, je tournerai pas avec. Il est pas assez bon, je pense. Il est pas assez bon maintenant. Sur cette 1h15, il y a peut-être 20 bonnes minutes. Vraiment que je suis ultra fier. C'est déjà 20 bonnes minutes. Ouais. Mais tu vois, c'est pour ça que je l'ai joué 2 fois ce spectacle complet. Tu l'as joué 2 fois? J'ai joué une fois au Festival Montois du Rire, une année après, c'était l'année où il y avait eu les attentats. Et donc, on a joué à 2. Et donc on pouvait pas jouer à Mons, donc on a fait le Festival Montois du Rire à Soigny. Ouais, c'était déjà une panne en soi, ça.
Et du coup, j'avais joué mon spectacle complet à cette occasion-là et je l'avais fait plus court. On devait faire 45 minutes chacun. Et ben du coup, là c'était 45 minutes avec plus de condensé de ce qui était bon. Et donc ça, c'est la meilleure scène, c'était quand j'ai joué mon spectacle complet parce que j'étais tellement content que ça soit un théâtre. L'affiche, c'est moi. J'ai des premières parties, ça faisait très pro, un peu dans ce sens-là, même si au final c'est pas pro, parce que c'est des amis, parce que c'est moi qui faisais la billetterie, parce que... Même, t'avais mis en place ton spectacle. Et la pire scène de ma vie, c'est à la Ruche Théâtre aussi, c'était quand on a fait la première partie tous les deux de Bilou, de Benoît Delabie. Je me souviens plus. Mais c'est rien, mais toi ça t'a pas marqué, et moi ça m'a marqué parce que, en fait, le samedi soir, on jouait, on était tous les deux la première partie. Premier soir, tu joues en premier, deuxième soir, c'est moi qui joue en premier. Premier soir, tu joues, tu chauffes la salle, puis après c'est moi, ça cartonne. Un de mes meilleurs spectacles, je crois que c'est peut-être dans mon top 5 des meilleures scènes de ma vie. Parce que ça cartonne, limite standing ovation à la fin, les gens qui applaudissent. Super content. Donc le dimanche, j'arrive beaucoup trop confiant, parce que je me dis, hier... On a joué, carton. Même public, carton, même durée, même sketch, je le connais par cœur, je me l'ai pas oublié hier, qui pour moi à ce moment-là c'était encore un bonheur de me dire j'ai pas oublié mon texte. Et donc j'arrive le dimanche en me disant ce soir ça va être comme hier mais limite encore mieux parce que je l'ai encore répété. Première vanne ça passe pas grave, ça va aller la deuxième, je suis encore confiant, ça passe pas. Troisième vanne ça passe pas, quatrième vanne ça passe pas. Un tunnel quoi. Un tunnel. 15 minutes de rien du tout. Mais rien. Je me souviens plus. Ah mais toi tu passais à... Tu vois quand t'as un prochain passage, t'es dans ton truc, donc c'est normal, tu vois. Mais ce soir-là, 15 minutes où il se passe absolument rien du tout. T'entends les gens qui font juste un téléphone qui sort pour voir combien de temps ça fait qu'il est là sur scène, l'autre qui dit des trucs. J'avais l'impression de parler à des gens qui parlaient pas la même langue que moi. En plus tu vois ça, plus tu t'écrases sur toi. Ouais, et puis je sais que les 3 premières minutes, je jouais vraiment les trucs comme il faut. Après, c'était plus bien, je commençais à avoir du mal. T'étais en décalage, t'es dans ta tête, t'es en train de te dire mais pourquoi la personne au deuxième rang, elle sort son téléphone? Pourquoi la dame là, elle ne rit à rien? C'est vrai, c'est quoi le ressenti que t'as quand tu vis un bide en fait? Le problème c'est que t'es plus dans le moment à faire tes trucs, c'était dans ta tête, tu te dis ah la personne là elle ne rit pas, cette vanne là elle est pas terrible. En même temps je l'ai pas bien dit. Ah on entend que je suis stressé. Est-ce qu'on voit que ma jambe elle tremble? Est-ce qu'on voit que je transpire? Je vois un téléphone qui sort, oh les gens s'ennuient. Oh mon dieu. T'as une double lecture, c'est ça. Benoît il me demande de faire sa première partie parce qu'il a confiance en moi. Et les gens s'ennuient, donc ils sont pas chauds pour lui après. Donc t'as tout ça dans ta tête et t'es pas dans le moment, et donc tu joues moins bien. Et là, les 15 minutes m'ont semblé tellement long, j'avais l'impression d'être en classe en secondaire, encore une fois. Sauf que là, normalement, c'est un moment chouette, c'est du stand-up, c'est le truc qui se passe bien. Non, mais c'est horrible. Ouais, mais c'était tellement bien passé la veille que je suis arrivé trop confiant. Et donc, limite, maintenant, quand je suis pas assez stressé, je me fais attention. Il faut que ça se passe bien. Ça, c'est la pire, alors que j'ai eu des problèmes techniques ou des trucs ainsi. Je l'ai raconté dans le podcast Galère d'humoriste, si vous voulez aller voir les autres galères que j'ai eues. Mais celle-là, c'est ma pire scène. Ça, c'est clair. Ça, c'est la pire. C'est la pire parce qu'au niveau ressenti, c'était une horreur et je peux en soi blâmer que moi. Pas un problème technique, pas un problème de lumière. C'est ce qu'on appelle un bide en fait. Ouais, c'est un bide. Mais c'est un bide pour une première partie. Benoît Delabie a toujours été bienveillant avec nous. Ah oui. Si on l'avait pas eu, on aurait galéré vraiment. Je pense qu'on aurait plus galéré. J'ai l'impression qu'il a ouvert des portes et tu sais qu'il nous dit bon allez les gars maintenant. C'est à vous d'y aller. Il nous a donné notre chance et il a confiance en nous. C'est une des personnes, dans les trucs d'approbation que j'ai eu, c'est une des personnes qui clairement a approuvé ce que je faisais et qui a été là. Et je suis super reconnaissant parce qu'il m'a fait jouer en première partie, il m'a fait faire la première partie de Richard Ruben. En soi, il aurait pu demander à quelqu'un d'autre, mais il avait confiance en moi, il savait que je serais là et je ferais la job. Et donc ça, je suis super content. Donc clairement, Benoît Delabie, c'est pour ça que je voulais aussi l'avoir dans le podcast, parce que il a été important pour moi et il m'a donné ma chance, donc clairement c'est cool. Bon, je pense qu'il a amené sa pierre à l'édifice dans l'humour belge, mine de rien. Le Mons Comedy Club qu'il fait à Mons. Toi à Mons, il n'y a rien en humour. Il a fait le festival Montois du Rire avec ce qu'il pouvait, il avait pas d'aide. Ici, il fait le Mons Comedy Club, donc c'est lui qui a été cherché, c'est lui qui s'occupait de tout. Il fait quelque chose de vraiment bien, donc... Je pense que tu jouais, je me souviens, tu jouais en 2014, et j'avais fait bénévole. C'est ça qui m'a donné l'envie de monter sur scène, moi. Et j'ai dit l'année prochaine, je serai là au festival. Et puis j'ai fait le festival.
Mais je crois que s'il n'y avait pas eu le festival Montois du Rire, je ne saurais jamais monter devant un public de gens que je connais pas. Non. Parce qu'en soi, j'avais fait à l'école, j'avais fait devant des amis. T'étais toujours dans un cercle que tu connaissais, en fait. C'est ça. Après, avec le temps, on le fait. C'est vrai qu'au début, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'essayais toujours d'avoir quelqu'un que je connaissais qui jouait pour pas me sentir seul. Maintenant, je m'en fous complètement. En faisant plusieurs scènes ouvertes, des plateaux comme le What the Fun et tout, tu découvres des nouvelles personnes. Tu vas à la rencontre des gens qui aiment la même chose que toi. Même moi, les scènes où quand j'allais et que je connaissais personne, ben, généralement, j'ose pas parler. Je suis super stressé Dans ton coin, quoi. dans mon coin. Donc quand j'allais voir une scène, j'allais voir les gens qui s'occupaient de ça. La première fois que j'ai joué au Kings, par exemple, le spectacle était à 20h. On demandait aux humoristes d'être là à 19h30, moi à 18h j'étais là parce qu'il fallait que je sache où est la scène, où est le micro, c'est quoi comme où sont les toilettes si je dois y aller, le public il s'assoit où, il fallait que je sache tout avant, l'organisation, c'est qui présente, c'est qui fait ça, enfin je voulais tout savoir. T'avais besoin de... J'ai du mal à parler avec les gens, avec les humoristes. Quand je fais des scènes, souvent je suis dans mon coin, je suis tellement stressé avant, de toute façon je saurais pas parler avec les gens. Mais même après, j'ai du mal à aller vers les gens, mais de manière générale dans la vie, j'ai déjà ça aussi. D'ailleurs, les podcasts par exemple, je pense que si c'était pas pour envoyer un mail, il y a beaucoup d'humoristes que j'aurais jamais osé leur demander. Non. Fanny, par exemple, je lui ai parlé plusieurs fois dans la vie depuis. Je lui avais parlé une fois comme ça. Ben, j'étais content de pouvoir la contacter sur Instagram. Je serais jamais allé la voir pour lui demander en face à face. C'est le contraire. Moi, j'ai besoin d'ailleurs directement parler aux gens. Pour le podcast, les quelques personnes à qui j'ai demandé en vis-à-vis, c'est des gens avec qui j'ai fait une scène ou des gens que je connais un petit peu. Mais quasiment tout le monde, j'ai demandé avant par message parce que j'aurais pas osé. Par exemple, je serais allé voir le spectacle de Hadib Al-Khalidé. Jamais après le spectacle, je serais allé lui parler. Non. Je serais allé lui parler pour lui dire « Ah bravo, j'aime beaucoup ce que tu fais. C'est Hadib Al-Khalidé. Super génial. Super, bravo. » Mais jamais j'aurais fait « Au fait, je fais un podcast, est-ce que tu voudrais y participer ?» Il faut que j'arrive à le faire, mais je suis pas sûr que j'aurais réussi. Ou alors, j'aurais été voir le spectacle 3 fois sur la semaine, et la 3e fois, j'aurais dit « Bon, maintenant, ça y est. Hein, Le temps que lui te reconnaisse, il dit « Mais ce serait pas le mec qui me suit depuis une semaine en bagnole. » C'est ça. Le fait que je puisse contacter les gens, ça aide. Je veux pas déranger. J'ai trop peur de déranger. Et ça t'apporte quoi de faire des scènes ouvertes? Les scènes, ouais, c'est génial. Je fais le What the Fun et le collectif You Rire pour nous permettre de faire des scènes. En soi, maintenant, c'est du pain béni parce que t'arrives sur une scène, tu sais que t'auras un micro, tu sais que t'auras une scène et tu sais que t'auras du public. J'ai fait des scènes avant, quand ça commençait à s'ouvrir. C'était des trucs, n'importe quoi. Pas de scène, pas de micro, les gens sont en train de manger, personne t'écoute, c'est mal fait, l'acoustique est dégueulasse. Enfin, ce genre de choses. Tu faisais que ce qu'il y avait maintenant, t'as vraiment un confort de scène. Après, il y a plus de gens qui veulent faire des scènes. Il y a plus de gens qui veulent le faire et d'un autre côté, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Toi comme moi, on a été dans des endroits où on se dit putain mais qu'est-ce qu'on fout là? Ah oui, mais... Ils ont reculé 2 chaises et vas-y joue quoi, tu vois. Mais il y a des scènes géniales, celles qui organisent le What the Fun, celles qui organisent le You Rire, le Made in Bruxelles Show, c'est vraiment génial. C'est très organisé. C'est une super scène, c'est super pro, on est tellement bien reçus, c'est génial. Mais le What the Fun, tu peux t'inscrire à une scène... et pouvoir tester des trucs. T'as même une scène que je trouve géniale, je l'ai pas encore faite, mais je suis allé la voir plusieurs fois, que je trouve géniale, c'est le Labo du Rire. C'est quand tu viens jouer un sketch pour la première fois. Mais du truc ainsi, c'est génial. Tu peux tester des trucs, tu peux te lancer, donc ça c'est génial. Toutes les scènes ouvertes, j'ai toujours utilisé pour tester, roder. Je l'ai travaillé en sandwich, mais j'essaie de mettre de l'acquis, je vais dire de l'acquis au début et à la fin. Au milieu, je mets des choses que je dois roder. Ben moi, généralement, comme je fais pas assez de scènes, c'est souvent un sketch que je fais une fois, la scène d'après qui des fois est séparée par 2 semaines, par 3 semaines, des fois même un mois. Je refais des fois le même sketch pour voir s'il a bien fonctionné, mais après je reteste d'office autre chose parce que j'ai pas assez de scènes pour pouvoir essayer juste 2 minutes. Par exemple, le I Louvre, quand on a fait la scène, j'ai dit, je crois que j'ai 10 nouvelles minutes. Tu fais, tu vas tester 10 nouvelles minutes d'un coup. Je fais, bah ouais, mais j'ai pas le choix, je joue pas assez pour... Je vais pas essayer 1 minute cette scène-là, 1 minute dans un mois, 1 minute dans un... C'est pour ça que pour le moment, c'est pas une bonne idée d'avoir une seule scène sur la semaine. Écoute, je sais que t'aimes bien finir toujours avec ton podcast avec une interview name dropping, c'est ça? Je l'ai bien dit? Oui. Et je suis trop un king, toi. Pour toi, quel est l'humoriste le plus sympa? Alors, l'humoriste le plus sympa, le pire c'est que je savais que tu allais me demander puisque je le demande, mais j'ai essayé de ne pas réfléchir aux réponses avant. J'ai vraiment essayé de ne pas le faire.
Alors, le plus sympa, je comprends pourquoi les gens dans le podcast trouvent ça dur. Dans ceux que je connais, c'est dur parce que il y a des gens avec qui je suis plus proche. Et donc, si c'est celui avec qui je suis le plus proche, ça serait N'attendra pas. Ok, super. Merci. Mais le plus sympa dans tous les humoristes, pour moi, ça serait Ino. Ino. JP. Même avant qu'on soit plus proche, il était déjà super gentil. On a fait des festivals où c'était pour moi de loin celui qui a le plus de talent et c'était celui qui était le plus humble et le plus gentil. Et par exemple avec le podcast que j'ai fait avec lui, il a été ultra sympa. Il a fait une scène où j'étais voir la scène et d'office il va dire « Et au fait il y a Régis dans la salle, allez écouter le podcast, on a fait ensemble ». Je trouvais ça super gentil. Ouais. Après les autres je les connais pas assez, mais dans le podcast je me suis rendu compte que tous les humoristes que j'ai eu dans le podcast sont super gentils. Franchement, tous super sympas. J'aurais pu les citer tous, vraiment. Je comprends pourquoi maintenant les gens justifient autant. Mais quand tu me dis le plus sympa, celui qui me vient en tête, premièrement, c'est Ino. D'accord avec toi. C'est Ino. Et c'est qui, toi, l'humoriste qui t'inspire le plus ? Actuellement, ça serait Adib Al-Khalidé. Parce que je trouve qu'il peut faire rire avec tout. Il a des angles intéressants, des choses à dire. Et qu'il est jamais dans le cliché du stand-up. Il va jamais dans la facilité. Je sais pas, je trouve ça génial. J'ai envie que mes sketchs me fassent le même effet que quand je regarde les siens. Il m'encourage à faire du meilleur stand-up. Donc c'est pour ça que je dis qu'il m'inspire vraiment. Quand tu regardes un spectacle de lui, t'as envie d'écrire, je suppose. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire de la scène, j'ai envie de dire des choses. Mais en même temps, c'est quand tu regardes les gens comme ça, tu te dis jamais je serai aussi bon qu'eux. Et donc des fois, ça peut freiner aussi. Moi je sais que ça me freine un peu parce que je me dis j'aime tellement le stand-up, je respecte tellement ça que je veux pas faire quelque chose de pas bon. Ouais. Et ça me ferait du mal que quelqu'un que j'admire comme ça voit quelque chose et se dise ah, pas terrible. Ça serait dur. T'aimerais bien être accepté par tes pairs. Ouais, je crois que je serais super heureux si un des humoristes que je trouve drôle me trouve drôle. C'est déjà un échelon de montée, ça. Ah oui, mais si quelqu'un autour de toi que tu apprécies te dise j'aime bien ce que tu fais. Les moments dans le podcast où je fais une petite blague et qu'il y a un humoriste qui rit, ça va rester pendant 20 ans. C'est qui l'humoriste que t'as fait rire et qui t'a fait le plus plaisir à faire rire ? Je dirais Maud Landry. Parce que le podcast qu'on a fait ensemble était super chouette, je trouve, allez l'écouter. Et je trouve qu'elle était super à l'écoute et on a plus plaisanté, ri. Et il y a des moments où elle rit et je me sentais validé un petit peu d'une certaine manière. Ouais, je me suis dit j'ai fait rire Maud Landry. J'ai eu cette réflexion. Ah ben, c'est qui pour toi l'humoriste qui joue le mieux ? Pour moi, celui qui joue le mieux au niveau vraiment du jeu, ça serait Simon Gouache. Simon Gouache ? Ouais, parce que généralement j'aime pas quand c'est trop joué, que c'est trop gros, mais lui il a un talent pour faire juste une mimique, un visage, une petite transition, c'est sûrement très travaillé et tout ça, mais il va faire une femme et au lieu d'être dans le cliché de la femme, il va faire juste un geste, un petit truc et on se dit hey, il fait une femme. C'est évident, c'est clair. Et c'est toujours par petites touches, ce qui fait que c'est pas c'est pas une overdose de... C'est ça, et c'est pas un show à l'américaine de Broadway, ça reste du stand-up, mais c'est par petites touches qui colore le truc et je trouve ça super bon. Ouais, pour moi, c'est pour ça que je dis... J'ai déjà vu, c'est vrai que t'as raison, il est dans cette justesse. Pour toi, c'est qui écrit le mieux ? J'hésite, il y en a plein qui viennent, il y a plein de noms, je pourrais t'en citer 30. Je dirais Kian Kojandi et Navo, puisqu'ils écrivent ensemble, donc il faut le dire. Et dernière question, ta dernière découverte en humour ? Je pense comme énormément de gens, ça serait Paul Mirabel, parce qu'il est arrivé de nulle part et qui m'a vraiment impressionné par la qualité de ce qu'il a fait. Et Michel Desrochers. Et si je vais te donner le choix entre les humoristes ? Oh mais quel choc, mais quelle bonne idée, mais c'est une idée de podcast géniale ça. Je vais te donner le choix entre, tiens je vais vraiment, là c'est de l'impro, entre Ken Kojandi et Adib Al-Khalidé. Je peux pas. Là, Sérieux ? Je comprends tous les humoristes qui jouent dans le podcast. Je suis vraiment désolé de vous faire des choix pareils. Mais je vais pas faire un choix, mais je vais te dire, si tu comptes les rires que j'aurais eu, Adib Al-Khalidé, parce que je vais rire à quasiment chaque phrase. Parce que je trouve ça super bon et ça me fait super rire. Et Kian Kojandi va me toucher plus. Je vais peut-être moins rire en termes de nombre de rires, mais en termes de qualité de rire et de comment ça va me toucher et qu'est-ce que je vais retenir.
le spectacle de Kian est mon spectacle préféré. Ouais. Mais Hadim me fera plus rire. Et ouais, c'est très très dur de choisir entre les deux. Parce que c'est mes deux préférés. Mon préféré en France, c'est Kian. Mon préféré au Québec, c'est Hadim. T'as réussi à t'en sortir. Ouais. Excusez-moi. C'est dur, hein? Ouais, c'est vraiment dur. Entre Fanny Rué et Virginie Fortin. Virginie Fortin. Je Ouais. prends mais je pense que Fanny serait d'accord avec moi, elle prendrait Virginie, donc j'espère qu'elle ne sera pas vexée. Mais Virginie Fortin est beaucoup plus loin dans sa carrière, ça fait plus longtemps qu'elle en fait. Elle a fait plus de choses, son spectacle est incroyable. Même si le spectacle de Fanny est dans mes meilleurs spectacles de 2020, je crois que Virginie Fortin est dans mes meilleurs spectacles, tout court. De ta vie. Entre Dan Gagnon et PE. Ouf. PE, parce que, en termes de rire, celui qui me fait le plus rire entre les deux, PE. Mais j'adore Dan Gagnon, j'ai adoré ses spectacles, je trouve génial, mais en termes de nombre de rires, ça serait PE. Mais je pense que je suis plus proche d'un Dan Gagnon et que ça me touche plus aussi, mais en termes de rire, PE. Et entre Mike Ward et Simon Gouache. Ah, bien choisi les choix. Ah, écoute, Une belle petite saloperie. j'écoute. Je dirais Mike Ward parce qu'il me fait plus rire. Je ris à tout. Mike Ward est incroyablement drôle, incroyablement efficace. J'adore ses angles, j'adore ses sujets. Je trouve que c'est tellement bien écrit aussi. J'adore Simon Gouache. Ah, c'est vraiment dur à choisir. Mais je suis plus à Mike Ward. J'ai vu tous ses spectacles, j'ai vu tous ses sketchs, tout ce qu'il a fait. J'ai écouté tous ses podcasts. Sous écoute, je le trouve incroyable. Je trouve que c'est un talent fou parce que il a toujours deux invités humoristes avec lui qui sont tous les deux incroyablement drôles. Il peut avoir Adib Al-Khalidé et Simon Gouache dans son podcast en même temps et arriver à être le plus drôle des trois. Parce qu'il a une répartie en improvisation, en réaction. Il peut faire des callbacks, mais sur une discussion. Au niveau du spectacle, au niveau écriture, Simon Gouache pour moi est mieux. Au niveau celui qui fait le plus rire, Mike Ward, parce que il me fait toujours rire. J'écoute ses podcasts et je ris. J'ai pleuré de rire à certains podcasts parce que je le trouve super bon dans tout. Je crois que dans mon top 20 de 20 préférés, je crois qu'il y en a au moins 5 de Mike Ward. C'est quoi ta vanne préférée? Ah non, j'aime pas refaire la blague. Ah. Donc ça, je vais le dire et je verrai si je le garde ou pas. C'est une blague de Mike Ward que je trouve géniale. Il dit qu'il a donné de l'argent sur un site pour aider des enfants dans le besoin. Et il dit, il y a un enfant, il était dégueulasse. Il s'appelait Trésor. Et je comprends parce que moi aussi j'avais le goût de l'enterrer. Et j'adore cette vanne. J'adore. C'est une petite pépite. Parce que tu t'attends à plein de trucs, mais pas à celle-là. Tu t'attends à toutes les horreurs. Ah, c'est ça une bonne vanne. Tu vas dire, il va pas le prendre parce qu'il est pas beau, ou tu vas entendre une saloperie, mais le truc Trésor, tu le vois pas arriver, et j'adore. Je trouve ça génial. Dernier choix. Entre Régis de podcasteur et Régis de stand-upper. Bon, bonne question. Je pense que... Donc la question c'est quoi? Celui qui est le meilleur entre les deux? Le rôle que tu préfères prendre. Oh, punaise. Je dirais quand même Régis stand-upper, parce que le bonheur que t'as sur scène, c'est incroyable. Donc même si mon podcast plaît énormément, que j'aurai plein de retours, ça sera pas la même sensation que quand t'as un retour immédiat sur scène. Si je faisais des podcasts en direct et que je voyais que ça plaît en direct, ça serait différent, mais même je crois que le stand-up c'est autre chose. Ouais. Parce que je suis écrire une vanne et la tester, il y a rien de mieux. Donc Régis stand-upper, mais je pense pas spécialement que je sois meilleur en stand-up qu'en podcast. Quoique si, je crois que j'ai quand même plus d'expérience en stand-up qu'en podcast. C'est ma réponse. Et la phrase de fin, ça serait... Merci Nathan d'avoir accepté de me poser des questions et de me gêner pendant un moment. J'ai jamais autant parlé de moi. J'avais peur de faire ça et de sonner super prétentieux. Donc si vous avez trouvé que j'étais prétentieux, désolé. Le but c'était juste que vous appreniez à connaître qui est derrière le podcast. Parce que généralement quand je parle trop dans le podcast, je coupe ça. Et Nathan a insisté pour que je ne fasse pas ça aujourd'hui. C'était ton podcast aujourd'hui. Voilà. Donc merci Nathan. Merci à toi Régis. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci à tous d'avoir écouté.
Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.